Alors, aujourd'hui, on est sur Colby Moustache, toujours sponsorisé l'épisode par Traction. On est avec Jim, un Français qui traverse l'Atlantique, qui se retrouve freelance aux US, qui se dit les plateformes pour trouver des freelance, trouver des missions commerciales, c'est de la grosse merde. Et du coup, tu crées Big, Business is a Game, et en parallèle, pas mal de coaching, et tu rends les gens en machine à closer, si je puis dire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? C'est marrant parce que quand tu me présentes comme ça, je me dis que ça a presque du sens. C'est presque cohérent tout ça. Alors je sais pas dans quel sens, en termes de chronologie, on pourra peut-être y revenir, mais il y a un côté où Jim n'était pas du tout destiné à dire et à parler comme tu viens de le faire, mais finalement c'est passé naturellement quand tu l'as dit. Les plateformes, c'est de la merde. Est-ce que justement, c'est pas quand tu passes de l'autre côté ou quand tu changes de pays, d'ailleurs ça aurait pu être les US, mais ça aurait pu être n'importe où justement tu vois les choses différemment. Et c'est pas un peu une quête de soi, et ce sera peut-être une thématique qu'on abordera. Ça m'intéresse de dire est-ce qu'on était prédisposé à être la personne qu'on est avant même, tu vois, de toucher le sol de l'hôpital quand tu nais. Mais non, très bien résumé en tout cas, effectivement, il y a un peu de tout ça, ouais, Émeric. Ok, bah top, on va aller dans le dur directement. Comment est-ce que du coup tu te dis je suis en France, je suis tranquille ou pas tranquille, tu nous raconteras à ce moment-là. Et d'un coup, une rencontre peut-être, si je puis dire, mais parce que je le sais déjà. Et après, paf, tu te retrouves aux US et puis ouais, raconte-nous un petit peu, je rebondirai aussi, mais tu n'étais pas forcément prédestiné à être commercial. Et au final, bah, tu te retrouves à former des gens à closer. Donc c'est quand même un parcours de vie intéressant. 300%, et c'est incroyable comme une seule question peut déjà faire taper, et j'ai envie de te raconter ma life pendant 3 heures. Alors, on va essayer de tenir le format, et je sais que c'est un truc que les gens ont du mal à faire avec toi, mais c'est positif quand je dis ça, hein, je te jure. Yes. Le mot que je vais retenir et sur lequel je vais essayer de capitaliser tout de suite, c'est le mot rencontre. Je pense que je fais partie des gens qui pensent que la personne que je suis aujourd'hui est liée à des rencontres successives et répétées, motivées ou non motivées. Tu disais le mec que j'étais en France. Le mec que j'étais en France jusqu'à 21 ans, c'était un mec complètement standard, pour le coup très négativement. Ouais. Quelqu'un qui n'avait pas d'opinion de lui-même, pas d'opinion de manière générale d'ailleurs, ça passe souvent par soi-même d'abord avant de passer par d'autres choses. Et, euh, et j'ai fait que suivre des gens jusqu'à obtenir un master. J'ai suivi de la famille qui était déjà à Paris pour avoir un stage de fin d'études. J'ai suivi un mec qui avait l'air complètement chelou à vendre des canettes d'oxygène. Ça a été ma première expérience pro. Et ça a été un peu le starter pack, le mec un peu introverti qui a eu un diplôme en informatique, puis après un master en vente internationale, qui débarque à Paris avec son baluchon et qui vend des canettes d'oxygène en premier job. Je sais pas avant de continuer, mais toi, ton starter pack ou la première expérience pro, ça a été quoi? Ça a été qui? Tu te rappelles d'une rencontre qui a été un peu la première Ouais. rencontre un peu clé dans ta life? Ouais, tout à fait. Bah, il y en a eu plusieurs. Il y a déjà le côté. Je vais faire big up à mes parents, hein, mais mes parents qui m'ont mis dans un mood où il faut bah, mériter en fait tout ce qu'on obtient dans la vie. Donc, bah, à 12 ans, tu vas déjà faire, je sais pas moi, ton de la pelouse ou des trucs comme ça, un peu classiques pour pouvoir avoir ton argent de poche. Et après, ça m'a mis dans un mindset où je me suis dit, bah, à 15 ans, j'étais indépendant en freelance et c'était ma mère qui avait le statut et moi qui bossais jusqu'à avoir 18 ans. Et ça a été, bah, je sais pas, il y en avait un, c'était un parcours canin, ils avaient besoin d'un portrait. Et du coup, à l'époque, je graffais. Je me suis dit, bah, je graffe sur des murs, peut-être que c'est la même chose avec une tablette. Donc j'ai récupéré et monté à la mano une pseudo-tablette. Et du coup, dessus, j'ai fait un portrait, c'était d'un Malinois. Et au final, bah, ça a été la première vente que j'ai faite, c'était ça. Et après, je me suis dit, OK, il y a moyen de faire des choses comme je le raconte en rigolant, mais c'est vrai, acheter des pains au chocolat, des croissants de la veille, les revendre, acheter des feuilles doubles et les revendre au prix fort parce que c'est le bac et les gens, ils ont plus de feuilles. Après, en fait, c'était devenu un mindset. Donc, ouais, c'est un peu ça le starter pack. Tu te rappelles de l'émotion sur là où tes premières ventes, dans ce que tu viens de décrire? Tu te rappelles de ce que tu avais ressenti quand tu avais vendu ton... Ouais, bah c'était de la pure satisfaction. Plus pour les pains au chocolat et croissants, pour le coup. Parce que pour le portrait, bah, c'est quelqu'un qui va me payer pas du tout assez sur un truc où je vais mettre des heures. Mais je vois pas trop comment faire autrement. Donc j'ai pas eu longtemps la satisfaction de la vente, on va dire.
Par contre, le coup d'avoir un besoin en face et d'y répondre avec un bénéfice et une marge assez mirobolante, ça, j'ai eu plus de satisfaction à faire ça que de faire soit le portrait ou de faire les petits boulots quand j'étais barman ou des trucs comme ça. Et tu as l'impression que quand tu ressens la dernière vente que tu as réalisée, c'était peut-être d'ailleurs cette semaine, tu as l'impression que c'est la même émotion, qu'elle a grandi, qu'elle est différente? Honnêtement, c'est la même émotion. Après, je te ferai parler aussi parce que sinon on va croire que c'est un interview de moi-même sur mon propre podcast. Mais je pense que c'est la même avec un et après qui est beaucoup plus présent depuis peut-être 6 ou 7 ans. Il y a l'upsell qui est un peu forcé dans tout ce que je fais, donc je ne vais pas forcer les gens à l'upsell, mais la réflexion, elle est toujours de OK, cool, j'ai vendu ça, où est-ce que je peux aller encore plus avec la personne? Et du coup, ce temps de satisfaction, il est beaucoup plus léger et beaucoup moins long. Et toi, de ton côté d'ailleurs? Bah, quand tu dis ce que tu dis, j'ai la même mécanique. C'est ce côté, OK, la projection, elle est là. Le but, c'est d'y aller. Qu'est-ce qui se passe juste après quand on y est? Parce qu'en fait, ça fait pas un pli. Il y a pas de raison qu'on n'arrive pas à atteindre au moins 80 que ce qu'on a dit qu'on allait faire si la personne joue le jeu. Mmh, Parce que nous, notre jeu, il s'arrête à la structure, l'énergie, les actions qu'on suggère de faire. Mais il y a l'autre partie qui doit être fait, l'autre chemin, le 50 du chemin qui doit être fait par la personne qu'on encadre, qu'on supporte, qu'on soutient, qu'on accompagne de manière générale. Mais disons qu'il fait le job, c'est qu'est-ce que je fais après? Et quand tu me dis ce que tu me dis, je me dis qu'il y a presque une mécanique personnelle. C'est que ce que j'applique chez les autres, je l'applique aussi pour moi. C'est OK, maintenant que j'ai fait ça ou maintenant que j'ai ma routine depuis une semaine et que ça carbure, qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce qui peut mieux marcher? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une façon d'analyser les choses et les gens qui commence par soi. Je reviens un peu à ce que je disais au début, qui est on commence d'abord par soi avant de le faire avec les autres pour que ça fonctionne, hein, j'entends bien. Sinon, on a une fraude et ça marche pas longtemps généralement. ouais. Mais, euh, mais ouais, je dirais un peu ça. Et c'est vrai que le terme upsell, tu as vu, tu l'as tout de suite backupé avec une intention différente, positive, parce que c'est connoté aujourd'hui l'upsell. C'est Clairement. ouf que ce soit Après, connoté comme ça. tout ce qui est vente, même tout ce qui est accompagnement. Alors, moi, je sais que j'avais un discours qui n'était pas dans une logique commerciale à la base, qui est mon ADN, où je disais, je ne veux pas rendre les gens dépendants. J'ai ce besoin, en fait, d'être aligné avec mes valeurs et de dire, tu viens, par exemple, tu signes 3 mois. Moi, mon objectif, c'est qu'au 4e mois, soit on continue ensemble sur autre chose, soit on continue pas. Tu vas grandir, regarder tous les tips, les astuces que je t'ai donnés, et potentiellement, dans 1 an, tu reviens me voir pour me dire ouais, c'est génial, j'ai fait. Enfin, mon objectif, parce que c'est pas forcément juste du chiffre d'affaires, et du coup, où est-ce qu'on peut aller ensemble sur autre chose, ou juste venir me demander comment ça va et me donner des news. Et c'est vrai que du coup, tout est connoté. Si tu dis coach, on entend charlatan. Si tu dis upsell, on entend arnaqueur, Si tu tu vends dis un glaçon. formation, Ouais, si tu dis formation, on entend un flux voleur. Enfin, après, malheureusement, c'est aussi une très très grosse réalité. Comme tu le sais, quand on en avait discuté, que j'avais fait le petit produit là pour sniper les profils LinkedIn, je me suis retrouvé avec des témoignages, mais complètement dingues, de gens qui ont pris des avocats pour être remboursés de formation qui étaient des arnaques, et où je parle de personnes qui sont bien bien connues quand même sur le milieu LinkedIn, et où certains, je me suis dit, bon, ça m'étonne pas trop, et il y en a d'autres où je me suis dit, ouais, je tombe un peu des nues, pour moi, la personne, c'était pas une fraude. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'il y a des super profils qui accompagnent. Ils sont là, ils existent sur tous les marchés, sur tous les secteurs. T'en connais, j'en connais, les gens qui vont écouter en connaissent. Et malheureusement, il y a des gens qui vont aussi se servir du système et de la notoriété qu'ils peuvent avoir pour aller vendre des choses qui sont des arnaques et qui vont dénaturer après notre ADN d'accompagnant. c'est marrant parce que je sais pas si je commence à changer d'avis là-dessus, mais il y a quelques années, je me disais et je croyais vraiment que l'homme était naturellement pas mal intentionné. Ouais. Et quand tu me dis ce que tu dis, je me pose encore la question, tu vois, je me renvoie dans cette réflexion de dire: «Est-ce que ces mecs-là, ils sont de nature mal intentionnés? Est-ce que c'est une mauvaise décision ou une mauvaise rencontre, après une mauvaise rencontre, après une mauvaise rencontre qu'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont pieds du mur financièrement, ils ont pas eu le choix que d'être mal intentionnés dans leur façon de récupérer de l'argent?» J'ai pas rencontré, je pense, Mm. assez de gens mal intentionnés dans ma vie et potentiellement tant mieux grâce au réseau que j'ai créé. Ouais.
T'as déjà rencontré des gens mal intentionnés, tu vois? Un mec profondément, il était Oui, même honnête avec ça, en mode je m'en bats les couilles des gens, tu vois? oui, pas mal, ouais. Oh, ok, Bah, ok. si tu veux, le souci d'un côté et l'avantage de l'autre, c'est que pour beaucoup de gens, ils pensent que je suis dans un stéréotype de, tu vois, le macho, grand baraque, tatoué, machin, donc je suis un méchant, tu vois. Donc beaucoup de personnes qui sont mal intentionnées vont se confier à moi parce qu'ils se disent que moi aussi je suis mal intentionné. Ok. Donc le côté positif, c'est que ça m'a évité énormément de mauvaises associations. Parce que du coup, les gens qui viennent et qui me disent: «Ouais, attends, t'as vu avec les compétences que t'as, les compétences que j'ai», enfin, tu vois, en rapport avec le product design studio que j'ai à côté, bah, du coup, t'inquiète, on peut aller loin. Et où du coup, bah, moi, rapidement, je fais: «Ah bah non, c'est pas du tout mes valeurs, les gars». Donc, il y en a, ils s'énervent et t'en as d'autres vraiment juste qui me disent: «Ah bah attends, je croyais qu'on avait les mêmes valeurs, le fric avant tout, l'humain, on s'en fout». Et du coup, je dis: «Bah non». Donc après, eux, bon, ils rigolent et ils partent. Heu, mais c'est vrai que je trouve que malheureusement, il y a une grande partie de gens qui vont être, tu vois, bienveillants, bien intentionnés, mais entre guillemets, il faut aussi leur permettre de l'être, parce que l'environnement, le contexte, c'est toujours un petit peu compliqué. Et tu vois, Attraction, je le vois par exemple. On a 270 membres aujourd'hui. Il y a facile 270 membres qui ont ces intentions-là, parce que nous, on fait hyper attention. Et il y a même des fois des gens où on s'est dit, tiens, est-ce que c'est fil du rasoir ou pas? Moi, je les ai en operating après, je leur parle, mais avec le cœur. Et en face, ils vont me dire, bon, écoute, honnêtement, en fait, on est rentré dans Traction, on était super bien financièrement. Là, on flippe de faire une liquidation. Donc, c'est vrai qu'on a un peu les crocs et qu'on ne fait pas trop gaffe et on est là sur vente, vente, vente. Merci de nous le redire parce que bah, on n'est pas aligné avec ça, mais là, on a la corde au cou, quoi. Donc, ça m'a fait du bien. Tu vois, tu parlais du réseau, d'avoir ce réseau-là, ça me fait du bien, ça me fait du bien au cœur, ça me fait du bien à la tête, où je me dis, OK, il y a des gens qui existent comme ça et ils sont quand même beaucoup. Euh, mais entre guillemets, en contrepartie, bah, on en rencontre aussi beaucoup qu'on ne valide pas. Ouais. Parce que bah, tu peux avoir des gens où tu dis, bah non, là tu vas aller péter cet écosystème et c'est pas le but, quoi. Il y a un aspect fort dans ce que tu dis, c'est l'aspect un peu communautaire. Alors idéalement, ça va dans les deux sens, mais en fonction des gens et des timings, des étapes de leur boîte, je pense qu'ils sont pas autant dans le give que dans le take. C'est un peu ce que tu disais. Ça, c'est un truc qui a été fort en dehors des rencontres. Il y a aussi il y a aussi les associations de rencontres finalement, des gens qui sur le chemin te font penser. Puis je vais essayer de faire le lien avec les US aussi parce que je sais que tu as envie de parler de ça, mais tu vois, il y a un truc que j'entends régulièrement en ce moment et qui était très vrai, mais que j'avais pas en tête, c'était le network, c'est ton net worth. Pour ceux qui sont pas forcément anglophones, j'essaie de bien le traduire, t'imagines si je me plante là-dessus, mais donc ton réseau, c'est ta valeur en fait. Ouais. La valeur que tu as, c'est la valeur de ton réseau, de tes rencontres que tu as réussi à solidifier, que tu arrives idéalement naturellement, mais sinon des fois de manière systématique ou systémique, créer les propres bridges toi-même, créer les propres répétitions par toi-même avec des petites notes dans ton agenda ou dans ton CRM. Mais idéalement, c'est naturel et c'est parce que tu as envie de le faire et parce que les gens te plaisent et les débats d'idées t'intéressent ou leur façon de réfléchir et de voir le monde t'intéresse. Mais je pense que l'aspect communautaire, et notamment quand tu es freelance ou entrepreneur, et généralement quand tu es freelance et entrepreneur, les deux s'emboîtent un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui sont freelance qui, pour gagner de l'argent et financer un side project qui demain deviendra un main project. Ouais, J'ai l'impression qu'on commence beaucoup comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a ouais. commencé. J'étais d'abord freelance, indépendant, commercial, puis j'ai monté une boîte à force de parler à d'autres indépendants et à apprendre sur mon écosystème de sales indépendants et à me dire putain, il y a un truc, c'est de la merde. Et on y reviendra plus tard, du coup. Mais c'était pas forcément ça que je me disais au début. Euh, et je pense que l'aspect communautaire, dans un monde, et ça c'est un truc qu'on a déjà entendu, je vais essayer de pas trop réchauffer, mais dans un monde qui est surconnecté, où il y a de plus en plus d'informations pas forcément véridiques, et que tes rencontres et comment tu choisis tes réseaux digitaux et de personnes te permettent d'avoir une information de qualité ou dégueulasse, et ben c'est important d'être entouré des bonnes personnes et des bonnes informations pour prendre les meilleures décisions. Et quand tu me dis j'ai 270 personnes et elles partagent les mêmes valeurs que moi, je me dis que c'est un bon starter pack pour toutes les personnes qui rejoindraient ta communauté. Déjà, il y a un ISO et tu rajoutes les numéros que tu veux derrière en termes de brevets, de certificats, qui a l'air plutôt qualitatif, tu vois, mon ami Emeric. Ouais, bah, c'est vraiment ça la logique. Et puis, on veut être 100% transparent. Donc, ça étonne des fois. Mais tu vois, par exemple, on va nous dire, OK,
c'est une communauté cheap. Bon, vous pouvez mettre tout le listing des communautés, je vais pas name drop des choses. Bah, du coup, nous, on dit, bah non, pas vraiment. C'est ça qui est complexe, c'est que on crée un écosystème où chaque personne est là pour pouvoir s'aider. Et après, tu peux parler avec quatre personnes tout le temps. Je fais toujours la métaphore de l'immeuble. Donc, tu dis, c'est un immeuble de travail. Tu travailles avec quatre, cinq personnes parce que tu aimes travailler avec elles. Et puis, à un moment, tu te dis, moi, j'ai envie d'aller ouvrir mon marché au Vietnam. Tu parles à quelqu'un qui va te dire, bah, généralement, c'est plus côté RH ou quoi. Bah, là, nous, c'est l'operating et l'algorithme que j'ai créé qui va te dire, bah attends, là, il y a Philippe, lui, il a une ESN au Vietnam, donc du coup, il va pouvoir échanger avec toi. Et ça fait un échange de pair à pair, et du coup, tu es aligné avec ça. Et quand nous, on nous demande, oui, mais est-ce qu'il y a du business qui se crée entre membres? Est-ce que bah, on va signer plus? Est-ce que machin? On dit, mais on n'est pas là pour ça, en fait. Est-ce qu'il y en a qui se créent? Bah, évidemment qu'il y en a qui se créent. C'est que des entrepreneurs et des entrepreneuses. Forcément qu'il y a des synergies. Mais nous, c'est pas ça qu'on vend. Ce qu'on vend, c'est tu as un besoin, en 48 heures, tu es matché avec une personne qui répondra à ton besoin ou qui l'a déjà vécu. Et ça t'apporte beaucoup plus que tu vas avoir 5-6 litres par mois en plus et tu vas aller les signer, quoi. C'est marrant parce que la promesse, qui est à la fin du coup une promesse de moyens et pas de destination et de KPI et de business, et qui est forcément difficile à monétiser parce que Mm. du coup c'est moins palpable et puis c'est surtout à la personne elle-même de faire l'effort, à aller voir les gens et à structurer une approche et à les engager. Là où toi, tu as juste coordonné des facts, des informations et du matching. C'est pour faire un peu la pub, mais pas la pub, hein, parler de la plateforme. C'est un peu ça qu'on avait vu, c'est qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de plateformes qui étaient très généralistes sur les indépendants, euh, et que ça s'arrêtait souvent en termes de crédibilité et de confiance aux reviews, Ouais, aux opinions, aux avis. Le problème des avis et des opinions, c'est que c'est souvent des gens qui ne partagent pas ton environnement business, ta perception actuelle, ce que tu vois, ta situation compliquée. Et donc, tu es matché à des indépendants ou à des providers d'expertise, des consultants, qui sont peut-être très bons dans une industrie différente, dans un segment de marché différent, dans des ICP persona différents, dans des tailles de boîtes différentes. Et je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tout matche, mais déjà avoir la connaissance et la granularité de savoir ce qui match et ce qui ne matche pas. Et après, tu en fais ce que tu veux. Je trouve que déjà, c'est essayer d'aller prendre un chemin mm, un peu différent et un peu plus vertueux que ce qu'on a aujourd'hui. C'était un peu ça le côté, c'est de la merde aujourd'hui, pour essayer de mettre un peu d'information et de verbial là-dedans. Et du coup, c'est intéressant parce que j'avais pas cette profondeur-là sur ce que toi tu fais et comment tu fais le matching, mais j'ai l'impression que ça rejoint un peu ta façon d'imaginer un truc différent, un monde différent là-dessus. ouais. Ouais, bah, tout à fait. Bah, si tu veux, ça nous fait rire, entre guillemets, mais au bout de 6 mois, quand tu fais partie de Traction, on a plus de data et de connaissances sur toi que toi-même la plupart du temps. Parce que du coup, on va challenger déjà ta pensée, on va récupérer tous tes besoins, tous les descriptifs que tu as, on scanne aussi le web pour pouvoir avoir les informations qui nous aident à te matcher avec les bonnes personnes. Et du coup, des fois, il y a un petit côté flippant, et je l'entends par certaines personnes qui peuvent ne pas être en connaissance de tout ça, parce que du coup, derrière, ils peuvent nous dire, OK, moi, je veux aller là, et nous, on va leur répondre, attends, parce qu'il y a 3 mois, tu as lancé ça, tu as fait tel marché, et du coup, ils nous disent, attends, mais j'ai écrit ça nulle part, moi. On dit, bah oui, mais tu l'as dit, on a discuté. Quand on demande les transcripts, on demande un consentement à chaque fois qu'on fait une réunion, en disant, OK, est-ce que vous consentez à ce qu'on fasse un transcript? Bah, du coup, tu discutes. Il y a 6 membres, c'est des salles de 6 membres qui parlent tous les mardis et les vendredis. Et du coup, tu te retrouves avec des informations qu'eux-mêmes, ils ont oublié qu'ils ont dit. Donc, c'est là où l'intérêt, il est génial. Et à côté de ça, en gros, on va mettre énormément de choses côté tech, R&D, IA, automatisation de data, etc., pour qu'on puisse mettre notre force, nous, sur l'humain et sur nos expertises d'operating. Et bah, moi, en l'occurrence, je fais un micro entre guillemets, de ce que je fais avec les entrepreneurs du digital à côté, là, mensuellement. Bah, je fais un petit extrait de ça au sein de Traction en operating. Évidemment, un petit extrait parce que sur 270 personnes, même si tu te dis qu'il y en a, je crois qu'on en a 100 ou 110 qui sont actifs, si les 110, il faudrait que je fasse la même chose que ce que je fais avec les autres à côté, bah, ça ne coûterait pas 2 000 € par an, ça coûterait beaucoup plus. Donc, c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant. Et du coup, je me posais la question, pareil, pour toi, comment, tu vois, littéralement, tu arrives à avoir une plateforme où tu te dis, on est d'accord, c'est pas un 100%, parce que le 100% est difficilement exécutable, mais comment est-ce que tu as construit ça pour pouvoir matcher les bonnes personnes avec enfin, les bonnes missions avec les bons commerciaux? Je veux bien avant de te répondre, et je vais te répondre, Ouais, je veux bien qu'on pine sur la table
qu'on mette un petit Lego aussi sur la base de connaissances, sur le LLM que tu es en train de construire et l'usage de la data, anonymisée ou pas, derrière ce flux qui remonte dans le cloud ou ce qu'on s'en fout, et comment en retour ça redescend. Ça m'intéressera parce que j'ai une vision là-dessus également, en termes d'usage, de cas Ouais. d'usage. Pour te répondre, je commençais un petit peu à le faire, mais déjà, c'est la capacité à venir récupérer, idéalement, facilement, sinon manuellement, toutes les expériences professionnelles commerciales, connotées commerciales, des indépendants qui décident de nous rejoindre un Slack, une communauté, et rejoindre du coup une plateforme, un endroit où mettre son profil, un peu comme un LinkedIn, mais moins brandé par les logos et plus brandé par les barrettes militaires, les performances commerciales que tu as exécutées par le passé. Et donc, je viens venir par granularité, par vecteur, vectoriser toutes tes expériences commerciales, industrie, segment de marché, les compétences commerciales exercées, taille de panier moyen, taille des boîtes et persona auquel tu as parlé dans tes expériences, tes clients dans tes expériences professionnelles. Ça fait 6 vecteurs et demain, on pourrait alimenter avec davantage ou en cuter quelques-uns. Et c'est une première hypothèse de ce qui pourrait donner un peu de la matière intéressante et factuelle. Et donc, en fonction des environnements business, des entreprises ou des apporteurs d'affaires, d'autres sales indépendants qui n'ont pas le temps, pas envie ou pas les compétences de faire des missions, qui font des passes D. Donc, la passe D, la mission de l'entreprise, l'environnement est aussi vectorisé et elle est matchée par combinaison de vecteurs avec tous les indépendants du vivier de sales indépendants. Et donc, tu as Emric 78%. Quand je mets le clic dessus, je vois les explications du pourquoi. Très important ce truc-là. Pas uniquement scorer, mais verbaliser le scoring. Ouais. Surtout quand tu n'es pas connu dans un go-to-market, il faut arriver à diminuer le cheminement intellectuel de compréhension de ce que tu affiches pour aller abonder dans la confiance et pas dans de la méfiance. Surtout avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. Les fraudes dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ouais, et puis on parle de plateforme. Là, il y avait un post, j'avais pas pour but d'avoir autant de retours que ça, où en gros, j'avais demandé un retour d'expérience pour les personnes qui sont seniors sur Malte, parce que du coup, moi, en fait, j'ai pas été assez actif à mes débuts, donc il y a 17 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai pas été assez actif au début, donc là où j'avais un tarif qui était intéressant, et cetera. Et aujourd'hui, mon tarif, il est pas intéressant sur Malte parce que je suis senior et que du coup, je coûte trop cher. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, moi, Malte, je m'en sers comme une plateforme plus pour du référencement, en gros. Où, c'est un peu du SEO, et puis voilà, je suis là-bas, mais je fais rien dessus. Et du coup, je publie cette demande. Et en fait, j'ai eu énormément de retours, dont Malte, du coup, qui est venu commenter et qui m'a envoyé un message à côté. Et où en fait, les gens, ils disaient, la problématique, c'est que c'est un peu la chair à canon dessus. Ou alors, parce que j'ai quand même eu des retours positifs, il faut over-optimiser et se dire que il faut jouer le jeu à 3000%, ramener tous ses clients dessus. Enfin, il y avait plein de raisons où du coup, j'ai dit, ouais, jamais de la vie, j'ai le temps de faire tout ça à titre perso. Mais il y a eu quand même du positif. Le but, c'est pas d'être juste un putaclic, Critique entre guillemets. négative pour être critique négative, ouais. Voilà, c'est ça. Mais juste sur les seniors, il y en a plein qui m'ont dit, effectivement, nous, on s'attend à se dire, on a un profil, on a un secteur, on a une spécialisation, un outil comme ça va nous matcher parce que on a ce focus-là, et c'est pas le cas. Et du coup, ça, en preuve par A plus B, ça a bien montré que c'était pas cette logique-là de matching. Et c'est là où, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant ce que toi, tu es en train de dire. C'est qu'une personne, potentiellement sur le papier, où tu vas dire, oui, bof, je préfère l'autre qui a fait grandes écoles et compagnie. En fait, toi, tu vas pouvoir argumenter à la place du sales pour dire, non, la mission, regarde, il y a eu des gens comme toi, un persona comme toi, la stratégie comme toi. Vas-y, en fait, va avec lui. Ça paraît évident. Il y a plein d'autres éléments connexes à ce que tu viens de dire. Moi, ce que j'aime bien avec la profondeur et le chemin qu'on prend, c'est que tu pourrais très bien dire aujourd'hui, il y a 100 personnes. Si demain, il y en a 500, comment tu vas un peu plus loin dans la granularité? Est-ce que tu commences à dire sur les expériences, tu vas différencier les opérationnels des stratégiques? Est-ce que tu vas commencer à aller connecter les agendas et les disponibilités des gens dans les prochaines semaines? Et ça, tu vois, et là, tu hoches la tête, et là, c'est Mm. juste à la volée, mais il y a plein de trucs que je n'ai pas encore découvert, parce qu'il faut de l'itération, il faut de l'usage, il faut continuer à parler au marché. Idéalement, tu lui parles des problèmes, tu challenges jamais un marché sur des solutions, parce que ça, c'est plutôt ton rôle Ouais. d'entrepreneur, de produit, de marketeur, etc.
Et surtout, un autre élément qui était connexe et qui m'a été surtout formulé par des femmes, des profils féminins, c'est Jim, c'est génial ce que tu fais, mais c'est très froid, très factuel, très Matrix. Mhm. Je sais pas pourquoi avec cette référence qui ressortait, mais bon, peu importe, j'ai pris. Néo, si tu nous regardes, on te salue. Big up. Euh, c'est la capacité à mettre de la vidéo. Et d'ailleurs, sur Ouais. les dernières plateformes, notamment de coach linguistique, je fais pas de pub, mais peut-être que les gens connaissent, il y a la vidéo du coach. Parce que c'est aussi important, il y a un côté linguistique qu'il faut Mhm. mettre en avant en termes de compétences. Mais sur du sales, eh ben, la posture, l'attitude, sur un format même 30 secondes ou 45 secondes, ça dégage quelque chose qui est du coup plutôt du soft versus du hard et qui permet aussi de filtrer. Et on Ah n'est ouais, pas là pour clairement. forcer l'usage de la vidéo, on est là pour la proposer. Et tant mieux parce que du coup, les gens font ce qu'ils veulent et derrière, si ça peut faciliter des échanges, même si le mec est à poil sur les expériences, mais que sur sa vidéo, elle est regardée et que le mec est putain d'énergie, il dégage quelque chose, et ben, il récupérera des missions ou des premières missions comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Bah, du coup, j'ai une question. Je me donne quand même dans ma tête qu'après, je te reposerai la question de Ah comment oui, tu passes de là où on va France les à non US. termes, ouais. Ouais, ça oui aussi. La vision où je me dis, toi aujourd'hui, peut-être que t'es en learn plus qu'autre chose, donc du coup, t'auras pas forcément la réponse. Mais je me dis, aujourd'hui, tu vas avoir X centaines, dizaines d'utilisateurs. Demain, tu te dis, je vais mettre un filtre entre guillemets à l'entrée pour qu'il n'y ait pas potentiellement 10 sales reps avec un peu le même secteur, la même granularité. Il y a toujours une originalité. Mais ça, est-ce que tu as déjà pensé ou est-ce que bah, même tu l'as déjà vécu ou tu dis bah, là j'ai une mission et en fait l'algo il me dit bah, il y a 15 personnes qui peuvent y répondre. Ouais, j'en suis à un moment où l'algo me dit au maximum qu'il y a 5 personnes qui peuvent y répondre. C'est l'avantage de la vidéo. C'est l'avantage des validations des expériences par des managers et des clients historiques. Donc il y a ce côté social proof qui permet d'ajouter une couche où c'est plus statique, mais ça devient un peu dynamique, ou en tout cas c'est validé. Il y aura forcément de la gamification sur le chemin avec des systèmes de gens qui ont déjà exécuté un certain nombre de missions ou avec des gens qui font partie de la Big Squad, qui est une offre de service de call calling externalisé. Euh, il y aura un système potentiellement de grade. En fait, il y a plein de pistes là-dessus. Et de manière générale, je pense que la granularité nous permet aussi quand même de facto de différencier des gens et de mettre en avant des gens qui ont plus d'expérience sur ton industrie, ton segment. Et je vais aller plus loin sur la gamification. C'est la gamification côté indépendant. Et nous, on est indépendant entrepreneur, donc ça nous parle tout de suite. Mais il y a la gamification côté entreprise. Et aujourd'hui, je pense que l'algorithme et les poids que je mets sur les vecteurs et leur importance dans le scoring, demain doit être à la main de l'entreprise. Ouais. En tant qu'entreprise, je dois être capable de dire je mets de l'importance sur un mec qui parle anglais en deuxième langue, moins sur l'industrie. Par contre, il faut absolument qu'il soit en remote versus. Et tu me vois, et le Ouais, TJM, ouais, il je faut vois où tu veux en absolument qu'il venir. soit Ouais. compris à 0,2% de poids sur mon algo entre 600 et 800 balles de la journée. Ouais, je trouve que c'est intéressant que c'est d'un point de vue bah, mec du produit, entre guillemets, je trouve que c'est un indispensable dans ta vision. Parce que c'est clair que, tu vois, je me projette en arrière à l'époque où j'étais en responsable marketing à Rakuten, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Pas sur forcément des profils sales, parce qu'on avait toute une équipe sales et bizdev, mais tu vois, il y a d'autres profils où on cherchait, où on se disait, non, nous, il y a des missions, on disait bah, le TJM, on s'en fiche. Là, c'est bon, c'est un très gros client qui paye sur la filiale expérience numérique, donc aucun problème. Et tu as d'autres fois, on disait bah, là, dans notre calcul, c'est presque plus important que le gars il s'arrête à ce tarif-là, ou la nana s'arrête à ce tarif-là, et que nous, on le forme, c'est pas grave. Et du coup, on avait pléthore de CV, et on était là, on se disait ok, bah, pas bon tarif, pas le bon, pas bon, pas bon, pas bon. On se disait, putain, ce serait quand même plus facile d'avoir tout. Là, aujourd'hui, bon, si on a tout informatiquement, on peut, enfin, si on est geek, on peut faire déjà un filtre avec l'IA et compagnie. Mais même dans la logique, tu vois, entreprise, à mon sens, oui, c'est indispensable. Même attraction, tu vois, on a trois sélectionneurs slash sales. Bah, du coup, la personne avec qui on a bossé nous a posé toutes ces questions et on s'est dit, bah, c'était indispensable. T'as envie en fait de prendre les petits curseurs et de faire bon alors attends, toi t'es là, secteur oui, mais en vrai je fais de l'automobile, si le mec il a vendu de la santé, ça me va quand même. Ce qui m'intéresse, c'est juste que le gars il est du bagou, si je le mets dans un endroit, il revient avec des contacts. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne vision.
Complètement. Et tu vois ce côté. En fait, au final, quand on verbalise comme on verbalise, la vraie promesse, tu viens de la matérialiser, tu viens de faire la métaphore de tu as des CV sous les yeux. Mm. C'est comment tu passes, alors, le standard, comment tu passes de 100 CV à 10 CV et de 10 CV à 4 conversations. Ouais. Et aujourd'hui, c'est peau de chagrin les outils ou les systèmes qui te permettent ça, en fait, quand tu commences à avoir des volumes de candidats. Versus aujourd'hui, il y a très peu de niches de sales indépendants. Tu as beaucoup de communautés de setters-closers, et donc pour des infopreneurs, pour vendre de la formation. Mais ce côté pas élitiste, mais ce in-between entre les setters-closers et Malte Consulting, Malte Stratégie, même si je ne sais pas à quel point ça cache des trucs bien ou pas bien. Mais cet in-between, il y a personne qui l'adresse vraiment, tu vois. Mm. Un mass market positif pour différencier des sales coachs, des managers de transition, des head of sales part-time. Ouais, clairement. Et puis, je pense que même, si ça fait partie de tes features futures, la validation d'un bon SDR, je prédis que 2026, il y a quelqu'un qui va se placer là-dessus, tu vois, en termes d'outils SaaS ou quoi. Parce que presque toutes les semaines, j'ai des gens qui se plaignent des SDR. Parce que le SDR d'aujourd'hui, c'est souvent le nouveau je fais des sites avec WordPress de l'époque quand les CMS sont sortis. Et tu te retrouves avec des profils qui ont en fait aucune expérience, qui savent pas faire, qui se disent bon, je mets un coup sur Claude, je mets le profil LinkedIn et puis hop, c'est bon, ça me fait des messages tout faits. Et c'est quand même assez hallucinant. Donc après, forcément, les bons SDR qui commencent à se faire connaître, là d'un coup, les tarifs, ils sont bien élevés parce qu'il y en a peu. Euh, mais je me dis, demain, tu vois, toi, tu as Big / SDR sur le côté et tu as une validation des expériences SDR ou des soft et hard skills sans expérience si les gens se lancent. Je pense que tu nous pètes le marché, hein. Alors, déjà, on a fait une offre de service sur le call calling externalisé et moi, je coach ces mecs-là. Ok. Et autant te dire que tous les ateliers de travail, des coachings, sont dans un bon petit LLM qui vont préparer le coaching des call callers themselves. Ça fait la bonne transition d'ailleurs avec le nuggets que j'avais laissé sur la table. Toute la data, toute la connaissance, tout l'usage de la plateforme ou de l'offre de service de call calling avec les ateliers de travail, aujourd'hui, nous, ils sont stockés. Et dans l'usage, alors anonymisé, bien évidemment, mais dans l'usage, c'est comment on utilise les bonnes pratiques qui remontent tout en haut pour donner des conseils et alimenter des outils, des usages, tu vois, en retour au plus grand nombre. Mm. Parce que la réalité, c'est côté entreprise, on veut killer la sélection de CV basée sur des facts, ou en tout cas basée sur de la gamification de ton algo à te faire par toi-même à la maison in-house sur chacun des recrutements. Mais côté indépendant, c'est comment quand tu connectes tes outils du quotidien, ou même sans les connecter déjà de base par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, comment on peut te conseiller un bon TJM, comment on peut te conseiller par rapport à tes compétences actuelles, quelles sont les prochaines compétences à apprendre, sur lesquelles te former pour justement avoir davantage de missions, mais d'ailleurs pas davantage de missions, davantage de conversations. Ouais. Parce que ce qu'on vend, on ne vend pas des missions, hein. On ne vend pas du transact, c'est comme toi. On vend des matchings. Après, les mecs, vous êtes des adultes, Ouais, débrouillez-vous, quoi. débrouillez-vous, quoi. Si tu penses que je vais t'afficher un bon petit script à respecter avec ton client et que tu vas être frauduleux et que tu vas lui vendre un truc que tu n'es pas capable de délivrer, c'est pas moi. Mm. C'est pas moi. Je te retourne la question indirectement, c'est est-ce qu'il y a déjà des applicatifs, toi, en dehors individuel de ce que tu leur dis, un peu, le mec avait été surpris que tu lui balances un truc qu'il avait dit qu'avec toi en conversation. Est-ce qu'il y a un usage, tu vois, dans l'autre sens? En fait, l'usage, il est faisable, mais aujourd'hui, on ne veut pas donner des tips parce que on veut vraiment que l'humain soit au centre. Donc, si tu veux, en théorie, oui, demain, par exemple, il y a quelqu'un qui nous dit j'ai envie de travailler mon acquisition. On a eu je ne sais combien de membres qui nous ont demandé ça. Du coup, ça a généré je ne sais combien de masterclass sur l'acquisition. Et du coup, on pourrait ne pas faire matcher et dire regarde, le playbook, il est basé sur 15 personnes, etc. Et je pense que, en plus, je le dis là, donc je pense qu'il y a certains membres qui m'enverront un message en me disant ah ouais, mais nous, on aimerait bien ça. Bah non, parce qu'en fait, c'est pas ça la vision de traction. Parce que là, du coup, on retire ce côté échange humain et on se dit ok, si tu veux parler acquisition, bon, bah, tu as un playbook sur le sujet. Tu veux parler PMF, tu as un playbook sur le sujet. Bah non, parce que c'est pas ça l'idée. On fait après des masterclass, je fais un big up en même temps à Aurélien qui est un des associés parce que c'est lui qui est en charge de ça et ça fait 11 mois qu'on n'en a pas fait.
Donc, du coup, il faut qu'on le relance. Mais c'est un peu ça l'idée, de dire une masterclass, ok, tu as quelqu'un qui va venir, qui va parler de son sujet, tu peux aller le voir quand tu veux. Mais on n'a pas envie de déshumaniser, tu vois, ces échanges-là, en se disant, bah oui, mais évidemment, on pourrait être dans une logique, si on était en mode formation, en gros, et pas en mode écosystème, on pourrait très bien dire, demain, il y a Traction Learn, et du coup, tu as des modules entiers sur l'acquisition, sur le développement international. Et c'est pas basé sur un gars ou une meuf qui ont des compétences, c'est basé sur 50 membres qui en ont parlé, c'est basé sur 15 membres qui ont cette expertise. Et là, du coup, tu arrives sur une vision qui est assez folle comme retour d'expérience. Mais aujourd'hui, c'est pas ce dont on a envie. Si ça se trouve, les trois autres associés en écoutant ça, ils vont me dire: Ah, attends, Émeric, c'est une super idée, faudrait qu'on le Qui fasse. t'ont sorti de l'association d'ailleurs, t'es pas au courant, mais je viens de Ouais, recevoir ouais, c'est ça. le Je pense que mémo. ils vont Euh, recevoir le résumé, ils vont me dire que quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? alors je comprends d'où tu viens et d'où tu vas, mais indirectement, je me dis, et en même temps, est-ce que c'est à nous de leur forcer et c'est pas eux de choisir s'ils préfèrent parler à Emeric, Jim ou Clément sur le TJM versus vente de la transfo, ou tu vois, et option numéro 2, consulter. Et tu vois, d'agir comme un MLM qui, juste quand il se pose la question, lui fait sortir les options et les ressources humaines mises en relation et masterclass à disposition. Parce que finalement, c'est pas ça le endgame là-dessus. Bah, honnêtement, je mets la casquette côté psy, entre guillemets. Ouais. Euh, Moi, je préférerais pas, dans le sens où je pense que la plupart n'iraient pas parler avec des humains. Parce qu'ils se diraient, on va pas s'engager sur un agenda, sur un échange, sur un temps comme ça. Je vais aller regarder quand j'ai envie. Je vais regarder mon truc sur Schoolmaker. Je le ferai, allez, peut-être le week-end, peut-être machin, peut-être truc. Alors, à trois quarts du temps, tu le feras pas. Parce que du coup, tu t'engages pas à le faire, tu t'engages envers toi-même. Et le truc qui est le plus compliqué, c'est s'engager envers soi-même. Donc forcément, ça va être plus compliqué. Mais pour moi, c'est là où il y aura une difficulté. Par contre, si demain, on se dirait, il y a traction d'un côté, il y a traction learn de l'autre, et les personnes qui font partie de cet écosystème profitent gratuitement du learn, je te dirais, là, bon, il n'y a pas de souci, parce que tu fais tes matchings d'un côté, et après, tu vas aller sur la plateforme si tu as envie. Mais de mettre en avant ça, il y a beaucoup de gens qui veulent du raccourci, encore plus, bah, c'est sociologiquement le post-Covid a accéléré cette mentalité de dire il faut pas s'engager, il faut pas faire d'efforts, faut du raccourci. Je veux me lancer sur LinkedIn, j'ai envie de trouver un prompt qui va tout faire pour moi et suivre une formation. Et la formation, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps parce que sinon ça me prend la tête. Demain, si je peux avoir une puce Neuralink dans le crâne et appuyer sur apprendre LinkedIn et que ça me dit comment faire, bah, j'ai envie de l'avoir, quoi. Alors c'est marrant parce que du coup, je me dis que potentiellement, on n'a pas le même format d'atelier ou de masterclass. Parce que moi, dans mes ateliers, c'est un thème et tout le monde partage sa perception. Et je me dis, des fois, quand tu es bloqué sur un sujet, le fait d'accéder à un atelier où tu as eu 5 personnes qui ont partagé leur perception sera plus riche que d'aller accepter 5 échanges individuels avec ces 5 personnes-là. Bah, du coup, tu as les deux chez nous, en fait. Si tu veux, c'est basé sur trois piliers. Tu as l'algorithme de matching, donc tu as un besoin, ça va matcher avec les gens. Les intelligences collectives, donc les intelligences collectives, tu viens, enfin, on est 35 et après, ça se sépare en salles de 5 ou 6. Et du coup, quand tu te sépares dans ces salles, il y a un animateur facilitateur qui va soit traiter de 2 à 3 sujets, donc sur 1 heure et demie, 2 heures, soit tu as un sujet principalement qui va ressortir. Bah, je te donne l'exemple qui tombe bien, celui de 11 heures ce matin. J'anime la salle, il y a 2 nouvelles personnes qui viennent candidater, 3 membres et moi, et les 2 qui candidatent nous disent, nous, sujet, c'est acquisition grand compte et ETI, et les 3 autres membres, ils me disent, bah, nous, on n'avait pas de sujet, on a envie d'échanger. Donc là, ça s'est transformé en grosse table ronde qui derrière a généré du coup un playbook de la session d'intelligence collective que je leur ai envoyé. Et ils sont ressortis en disant ouais, mais c'est un truc de fou, normalement tu payes pour passer 1 heure et demie comme ça. Donc je leur ai dit, c'est pas forcément ça qui va se passer à chaque fois. Si on est 5 6 et que dans le lot, il y a 3 personnes qui viennent avec une problématique, du coup, on va discuter de cette problématique pendant X temps. Et la logique de l'algorithme après, c'est de dire, OK, là, tu as eu des pistes, maintenant je vais aller te matcher avec des gens tu vois, où tu vas faire des sessions stratégiques à côté. Ok. Ok. Mais après, c'est pas du tout la même cible aussi, tu vois.
Non, mais bien sûr, Donc et encore, ouais, c'est clair. Et encore une fois, je pense que toi, tu as déjà touché du doigt ce sujet-là et tu as pu mettre en face quelque chose. Là où moi, c'est plutôt une vision, tu vois, à long terme. Et peut-être que quand je serai devant le fait accompli avec 6 mois de lancement officiel dans la besace et davantage d'interaction sur un truc qui est là, qui mm. est concret, qui est plus un truc idéologique, ce sera peut-être différent aussi. Ouais, peut-être. Bah, on se referait un épisode à ce moment-là. Une petite rétro. Du coup, si on Ouais, revient, je t'en prie. tu m'as dit rencontre, c'est intéressant, de France aux US. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, comme tu disais, d'un gars normal dans le sens négatif du terme, si je reprends tes mots, pour d'un coup Euh, finir aux US, quoi. je raccorde rapidement les wagons, mais en gros, je vends des canettes d'oxygène le matin, je vends des visites virtuelles Google en porte-à-porte l'après-midi. Je fais ça pendant 1 an et demi. Je choisis de continuer avec le contenu iconographique, en tout cas les visites virtuelles, qui donnent lieu après à des reportages photos et vidéos. Je le faisais en B2B, B2C finalement avec les retailers. Je finis par aller taper les directions digitales et marketing. Donc à monter en termes de panier et en termes de niveau de conversation et forcément de funnel de vente en termes de délai de funnel de vente. Ouais. Je continue du coup pendant 2 ans à faire ça, à adresser surtout des marques qui venaient d'investir 80K dans des stores locators. C'était à l'époque des stores locators où tu venais référencer tous tes points de vente, tous tes hôtels, et tu avais besoin de contenu un peu pas générique et toutes les mêmes photos sur tous les points de vente, mais des trucs spécifiques avec mettre en avant les métiers ou mettre en avant la nourriture dans les restaurants, les plats. Puis ça a été ubérisé. On a tous en tête du coup les Miro, les WeFlash, Ocus. Donc j'ai fait partie des gens qui ont rejoint un gros acteur sur le marché. J'étais chez WeFlash qui est devenu Ocus en rachetant la boîte dans laquelle j'avais commencé à faire ça. Ok. Une histoire un peu sympa aussi, mais comment quand tu dois te barrer chez un concurrent, comment tu dois gérer la situation avec ta boîte actuelle. J'avais choisi de moi d'être honnête et d'avoir 48 heures où le fondateur voulait plus me parler, plus m'adresser la parole. Et 9 mois plus tard, après avoir rejoint le concurrent, il se rapproche de ma nouvelle boîte et ils finissent par fusionner ensemble. Donc histoire très marrante. Ouais. J'aurais pu être le rat qu'on sort quand les mecs se rejoignent ou que les boîtes se rejoignent jamais parce que Carrément. j'avais pas été là, tu vois. Bref. Et du coup, ça Ensuite, c'est. Non, mais je rebondis direct, c'est je t'en intéressant. prie. Ce gars qui t'a pas parlé pendant 48 heures, quand il te retrouve après, comment ça se passe? Et ben déjà, il me retrouve pas après, puisque tous les 3 mois, après, il a fini par me reparler avant que je me barre, et tous les 3 mois, on a fait un déj ensemble pour prendre des nouvelles l'un de l'autre et de où allaient les boîtes. Et D'accord. c'est lors d'un des déj ou de catch-up où j'ai dit, mais attends, tu devrais parler à Thibaut. Il y a peut-être des trucs finalement à faire ensemble. Là. J'ai l'impression qu'il y a. Et ça a donné lieu à un deal. Ouais, c'est Du hyper M&A. intéressant. Du coup, tu as vraiment eu juste, entre guillemets, 48 heures Ouais. de frustration et de colère, qui d'ailleurs, bah, en toute logique, prouve un attachement, parce que du coup, tu fais pas une sensation aussi forte si tu n'as pas d'attachement. Et après, en fait, derrière, c'était bon, bah, on reste des humains et let's go, on continue ensemble, quoi. Et pour la petite histoire, ce mec-là dont on parle est devenu VP Sales dans une autre boîte plus tard qui m'a recruté en tant que Head of. Ok, bah énorme. Donc on a bossé sur 10 ans, on a bossé 6 à 7 ans ensemble dans 3 boîtes différentes. Bah, big up à lui, hein. Damien, énorme mec, d'ailleurs IQ derrière toi, il fait partie, je sais pas si ça a à voir avec l'intelligence émotionnelle, ce qui a marqué derrière toi, pardon, C'est mais ouais, c'est le non, Equality, Equality, merde. c'est un tableau, c'est un tableau que j'ai fait avec ma petite sœur. Mais tiens, ce serait intéressant de savoir si quand tu l'as fait ou maintenant que tu l'as fait, ma perception c'est que le fait que tu aies un E et un Q, seulement E et Q, tu vois, de couleur rouge, mais aussi en avant le mot IQ, enfin EQ dans ton equality, qui renvoie vers l'intelligence émotionnelle, qui est le symbole de l'intelligence émotionnelle. J'ai posté régulièrement, c'est un truc que je réfléchis souvent en ce moment, et ça va nous faire déraper cette histoire-là, tu le sais déjà. C'est pas grave. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les informations, l'IA, etc., je pense qu'aujourd'hui, et plus qu'avant, même si c'était déjà le cas avant, on va différencier les gens par rapport à leur intelligence émotionnelle, leur capacité à lire une salle, à comprendre les réactions de l'autre, à comprendre nos propres réactions. Encore une fois, commencer par nous-mêmes, savoir quand on dit de la merde, savoir quand on est à côté, être honnête avec ça, le verbaliser, le communiquer et de vivre avec ça et d'être honnête avec ça. Et Damien Soisson, du coup, le mec dont on parle, à qui on a fait un big up, ce mec-là est le mec qui a le plus gros EQ que j'ai rencontré de ma Ok. life. En tout cas, je pense qu'il est performant et successful dans ses relations humaines et dans son business, dans ses business, grâce à ça, notamment grâce à ça.
Ah bah, là-dessus, de toute façon, évidemment qu'on va dériver. Et oui, c'était le clin d'œil, entre guillemets, sur le tableau quand on l'a fait. Et puis surtout que ce qui est fun dans l'exposition qu'on a faite, c'est qu'il n'y avait aucun rapport avec l'intelligence émotionnelle ou quoi. C'était vraiment, en gros, le style comme ça, vectorisé. En fait, c'était des portraits dans la culture pop que moi j'avais faite. Et ma sœur, qui est une illustratrice de génie, enfin, tu vois déjà la différence de style quand même, qui faisait en line comme ça. Et après, on a dit, bah, on va faire un gros tableau qu'on n'a pas voulu vendre, du coup, c'est pour ça que je l'ai derrière moi, où on va être sur bah, la logique justement d'assumer qui on est, parce que c'est Lady Gaga et Rick Genest. Ok. Et du coup, de dire, bah, il y a une égalité, il y a une intelligence émotionnelle, il y a une logique aussi d'arrêter de se battre les uns contre les autres tout le temps. Et c'était le plus gros tableau qu'on a fait, parce que c'est un 50 sur 50. Et c'était vraiment cette logique, en fait, d'arriver à la fin en disant, oui, il y a plein de caractères, il y a plein de logiques, mais après, derrière, qu'est-ce qui est important? Ça fait un peu, je sais plus comment on dit là, pini ouin ouin, ou je sais plus comment on dit, mais de dire au final, en fait, c'est juste share the love, tu vois. C'est juste, tu partages du love, tu discutes, tu apprends à connaître les gens. Tu vois, rien que la première interaction qu'on a, c'est je fais un post en disant 60, je sais plus, 60 € pour lancer un podcast. Toi, bah, en mode direct, tu me fais, bah, si tu as envie de parler cold code, etc., bah, vas-y, tu m'invites. Et à quoi je te réponds, écoute, on va déjà se faire un call, on voit si ça match et après on check. Et après, quand on fait le call, on se découvre et où je te dis, bah, j'ai déjà refusé 3 personnes. Du coup, tu me dis, attends, mais comment ça, t'as refusé 3 personnes? Je dis, bah ouais, j'ai été lancé en octobre, je suis personne, mais par contre, je veux que la ligne directrice, elle soit alignée avec mes valeurs, que ce soit des, en fait, des discussions où les gens ils se disent, bah vas-y, je l'écoute, je suis tranquille. C'est pas une prise de tête, il n'y a pas 45 minutes où ils sont en train de vendre leur job ou des trucs comme ça. Il y a Et des monologues dans tous les sens. c'est ça. Et là, tu arrives sur une intelligence émotionnelle. De toute façon, intelligence émotionnelle et personnalité, pour moi, c'est ce qui différenciera de toute façon chaque entrepreneur et chaque entrepreneuse. Oui, il faut se renseigner sur tout ce qui se passe, l'évolution, la techno, etc., quand on est sur certains secteurs, parce que sinon tu vas te faire bouffer. C'est juste factuel. Mais entre guillemets, un jour ou l'autre, tout le monde pourra faire 60% du taf, par exemple, de consulting. Il y aura les 40% d'expertise en plus. Mais en fait, pas tous les clients ont besoin de ce 40% d'expertise senior. C'est ça la réalité. Donc, c'est pas que l'IA va nous bouffer. C'est juste que bah, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont juste besoin de savoir qu'il faut qu'ils publient régulièrement sur LinkedIn et que si tu fais que de changer les heures et que tu changes de position tous les 10 jours, ça ne marchera pas. Bah, ça, demain, heureusement que l'IA pourra le dire. Parce qu'il y a je sais pas combien d'experts et d'expertes qui le répètent tous les jours. Donc au bout d'un moment, il n'y aura plus besoin de payer quelqu'un pour qu'on nous le dise. Donc tu vois, tu as cette logique-là. Par contre, la personne humaine va pouvoir discuter avec toi, te lire. C'est marrant, ça rebondit avec un épisode que j'ai enregistré avec Marley Carvolin qui sera publié en mars. Le tien sera en avril. Et où à un moment, c'est ce qu'il dit. Lui, il bosse sur, en gros, la plume de dirigeant, tu vois, dans cette logique et sur de la stratégie de contenu. Et où il dit, bah, en fait, moi, ma méthode, c'est pas si compliqué. Hein. Je parle avec des gens, je les fais parler, je pose les bonnes questions, et après, je sais quoi écrire pour eux derrière. Et c'est là où tu te dis, bah oui, écrire pour écrire, aujourd'hui, c'est facile. Par contre, tu vois, à un moment, je parlais de tout ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que j'avais du mal à être mentoré. Bah, pourquoi est-ce que j'ai du mal à être mentoré? Parce que ma première mentor, elle s'est suicidée la première année où j'étais avec elle. Donc, du coup, tu as un attachement émotionnel et un détachement émotionnel où tu te dis, bah, non, c'est même pas conscient. Tu te dis, ouais, je vais pas écouter les conseils, je vais faire par moi-même et puis c'est tout. Mais si tu n'apprends pas à connaître la personne, tu peux pas savoir ça. Et si un jour, parce que j'imagine qu'un jour, quelqu'un réussira à me closer pour, pour être en mode bras droit ou quoi, mais pour l'instant, c'est pas arrivé, bah, c'est parce qu'il aura appris à me connaître, il aura compris ce qu'il y a un peu dessous la carapace, entre guillemets, le parcours que j'ai eu, et c'est comme ça qu'il y arrivera. Donc, bon, je précise, n'essayez pas de me closer sur un truc maintenant que j'ai dit ça, parce que je suis pas sûr que ça marchera, mais dans la logique, c'est ça, et ça revient à l'intelligence émotionnelle. C'est marrant parce que tu vois, quand j'accompagne les gens, avant de les accompagner et de closer, souvent je leur partage mon propre benchmark, ou si j'étais à leur place, qu'est-ce que généralement les gens regardent avant de se décider d'être sur un accompagnement. Et un des 3 points, c'est le fit humain. Ouais.
Et je leur dis, en fait, rétrospectivement, je ne vais pas vous demander un feedback sur le fit humain, hein, sur comment vous êtes senti avec moi, ce serait bizarre. Et du coup, je fais la vanne, bien évidemment. Mais je leur dis, par contre, c'est important de savoir si quand j'ai dit des choses pendant l'appel, ça a eu de l'écho. Mm. Vous vous êtes projeté, vous avez envie d'appliquer des choses demain. Si ça ne s'est pas passé, en fait, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Ouais. Mais me le dites pas, promis, mais surtout, ne répondez pas maintenant. Me faites pas pleurer. Mais alors, tu vois, et après, c'est ma personnalité. Je suis un mec, c'est marrant, un truc, putain. J'ai un père et un grand-père qui sont sur Wikipédia. Mon grand-père a amené le romantisme dans la poésie en France, Énorme. dans les années 50, tu vois. Bref, la poésie, la littérature ne paye pas, ne fait pas gagner d'argent, donc ne n'est pas dans ce domaine-là. Mais je pense que là où je veux en venir, c'est que dans mes veines, je dois avoir un truc autour des mots. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on se ressemble assez bien là-dessus. Je pense qu'on aime bien la façon dont on communique, les mots, les rebonds. Ça aide dans le IQ, oui. Clairement. le EQ dont on parle, pardon. Le EQ, pas le IQ. Bref, et tout ça pour dire que le fit humain, je pense que pour aider des gens, il faut qu'il y ait un truc que quand on leur parle, on ait leur confiance, on soit crédible. Et ça, comme avec toi, du coup, avec toi, des fois, ça peut prendre 30 minutes, 2 heures, 5 heures, une vie, pour être capable d'arriver dans des cercles et dans des couches de relationnel avec toi, de connexion émotionnelle avec toi. Et je pense que tu as une couche à la fin qui est impénétrable par rapport à l'expérience que tu viens de me parler, ou d'ailleurs plusieurs couches impénétrables parce que tu en as une qui est en Kevlar. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, c'est vrai que on dit toujours sur la magie des mots, mais tu sais, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est très vrai à mon Norman. sens. C'était pas ça la ref, pardon. Si, c'est ça. Mais tu vois, c'est là où tu te dis, pour moi, c'est important quand tu commences à avoir certaines compétences. C'est un peu idéaliste ce que je vais dire, mais à bien les utiliser. Tu vois, c'est comme la perception neurolinguistique. Moi, je suis de l'équipe perception neurolinguistique. Il y a une équipe qui parle de programmation neurolinguistique, parce que du coup, en anglais, c'est programmation, sauf que ça ne veut pas dire la même chose et c'est pas la même connotation quand on le dit en français. Et quand rien que là, souvent, il y a des discussions qui vont pas dans le même sens. Tu vois, quand je dis ouais, je suis pratiquant de la PNL depuis longtemps, et si on me dit oui, la programmation, du coup, je fais ah ouais, tu l'utilises comment? Il dit ah bah c'est pas compliqué, t'amènes la personne dans ton cercle, tu lui fais confiance, et puis tu sais, t'as ce côté un peu sournois quand ils expliquent ça. Et à côté de ça, Manipulation, finalement. ah bah clairement, c'est clairement ça. Et d'un autre côté, quand on a qui vont parler de perception neurolinguistique, ils vont dire non, on permet de couper un petit peu cette bulle que chaque personne a pour qu'elle se sente libre de discuter avec toi. Oui, c'est des techniques de vente, c'est des techniques d'accompagnement, mais le but, c'est d'amener la personne à un endroit pour qu'elle aille mieux, pour que la croissance se passe mieux, pour que sa posture se passe mieux, son équilibre vie pro-perso se passe mieux. C'est pas le but pour aller faire de l'upsell et aller vendre du high ticket que je vais dire ah, attends, tiens, moi je suis fan de voile ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, tu as un tableau sur ton mur avec un bateau, tu vois. Où tu as utilisé Crystal, l'extension, et j'ai pas de part dans Crystal, l'extension sur LinkedIn par rapport au disque, et tu as utilisé le jargon et les verbatims du profil dans la conversation. Ouais. Bah ouais. Je sais pas, après, c'est un avis un peu utopique, hein, encore une fois, mais pour moi, c'est important. C'est de se dire, bah, je sais pas, c'est un peu la base, on va dire, de l'humanité normalement. Même si, comme tu le sais, je t'avais dit la première fois, pour moi, l'humain est un gros égoïste et la plupart ne sont pas dans la bienveillance et compagnie. Donc, c'est compliqué d'en trouver des bonnes personnes. Mais si tu shares the love, la plupart du temps, tu vas avoir des bons profils parce que tu vas casser la tête comment dire, aux fraudes en face qui se disent j'ai pas envie d'aller lui parler à lui. Il va me casser la tête en me disant que ouais, les grands pouvoirs, machin, et les compétences, vas-y, c'est bon, achète ma formation à 2000 euros sur les 2 semaines pour passer à 10 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Tu penses que, bon, disons que là, on devrait se taguer, moi je te taguerai comme une bonne personne. Tu penses qu'il n'y a pas une part d'égoïsme même chez les bonnes personnes? Tu penses Ah qu'on si, peut être heureux et rendre les gens heureux autour de nous sans être un peu égoïste soi-même? bah, pour moi, si t'es pas égoïste toi-même et si tu t'aimes pas, entre guillemets, en premier, tu peux pas aller partager, tu vois, partager du love et réussir à aider les gens. Parce que la première étape, c'est savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses. Et te dire, OK, tu vas te mettre en ordre de marche pour réaliser ton propre objectif, peu importe ce qui soit financier, qui soit élever des chèvres dans une Le montagne. Larzac. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça. Si tu fais pas ce travail égoïste à la base, bah, du coup, tu peux pas savoir pourquoi est-ce que tu aides la personne en face. Et si tu sais pas pourquoi tu l'aides, bah, tu peux pas l'aider correctement.
C'était le filigrane de ma question. Je pense que tu m'avais vu venir avec mes gros sabots. Mais ça fait le lien avec d'abord s'aimer soi-même. C'est un peu le filigrane depuis le début de l'échange, un des filigranes. Et donc, c'est pour ça, c'est dans cette connotation d'égoïsme que j'entends, un peu égocentré. Enfin, ok. Est-ce que tu penses que c'est le bon mot? Est-ce que tu veux rebondir ou est-ce que je reprends peut-être le chemin et la connexion avant le départ aux États-Unis et du coup pour expliquer le départ aux États-Unis? Revenons au départ sur les États-Unis. Du coup, je passe à peu près 6 à 7 ans dans l'industrie du contenu iconographique à scale, donc l'ubérisation de la photo, avec un aspect communautaire aussi dans cette expérience-là, puisque du coup, il y avait une communauté de photographes et de vidéastes indépendants, avec qui certains que j'ai encore aujourd'hui sur Instagram, les réseaux, avec qui je prends encore des nouvelles, des gens dont tu es plus proche parce que des choses qui font que. Euh, je prends 6 mois à la fin de cette expérience chez WeFlash Ocus, du coup, pour déconnecter, parce que j'avais passé du coup 6 à 7 ans dans l'industrie, j'avais enchaîné, bref, il y avait eu le Covid aussi, j'avais dû sortir des mecs de mes équipes, pas évident de sortir des gens, Ouais. quand tu les as toi-même recrutés, pas sur des sujets de performance, mais des sujets financiers de la boîte, pas évident. Euh, et donc je fais 2 trucs incroyables pendant ces 6 mois à être un peu déconnecté du monde pro. Ça va peut-être te plaire, tu vas peut-être rebondir. Premier truc, il y a un ami à moi qui a monté une boîte d'ailleurs dans l'IA récemment qui s'appelle Laodis Ménard, qui fêtait ses 30 ans, qui a monté une boîte qui s'appelle Argile, euh, qui, euh, qui veut organiser son anniversaire dans un château et il veut en profiter pour faire vivre une expérience aux 30 invités de son anniversaire dans le château, qui est de leur faire vivre une expérience d'escape game, grandeur nature, avec des comédiens à caster et donc utiliser 18 lieux extérieurs et intérieurs du château comme élément de la découverte avec un système de code qui te permettent sur une clé USB de déverrouiller des vidéos et vidéos qui te permettent d'avancer dans l'énigme et avec à la fin un espèce de coup final magistral. Énorme. Énorme projet qui a pris un temps, une énergie et un argent monstre, surtout pour lui, parce que moi j'étais qu'un assistant au final dans ce truc-là. Il a fait venir des vidéastes aussi pour filmer l'intégralité de l'expérience, pour transformer ça en vidéo, en film, qui est toujours pas sorti au bout de 3 ans d'ailleurs, Laodis. Si tu nous écoutes, il le sait. Hein. Il nous communique tous les ans à peu près une petite vidéo d'update, qui n'est jamais vraiment un update du coup. Bref, première expérience incroyable. Et deuxième expérience incroyable, j'ai co-créé un truc qui s'appelle les Solo Days. C'était les Solidays, puisque c'est un festival auquel j'aime bien aller. Mais version solo, donc version avec tes potes, avec un rétroprojecteur et des concerts sur YouTube à une époque où le Covid ne te permettait pas de sortir de chez toi. Ouais. Et donc, on a fait ça 2 éditions quand même, on a répété ça comme les bougres, avec la première édition, 23 personnes, 24 personnes, deuxième, une quarantaine de personnes, plus grand lieu, une piscine, des tentes, et on faisait du coup payer les gens 30 balles. Et ils avaient bière illimitée, on avait amené les fûts de bière, la bouffe, etc., les concerts dans une grange, etc. Donc pareil, j'ai fait. Et ça, je pense que c'est ce genre d'expérience aussi qui te permettent de prendre confiance en toi, d'avoir davantage d'interaction, un peu de gestion d'organisation. Ouais, bah carrément. Bah, sur la partie juste événementielle, je rebondis. Bah là, ça fait encore partie de l'expérience. Ils sont là, les skates de la convention de tatou. Pendant 5 ans, tu vois, j'étais en co-organisation. Alors, on est monté, le record, ça avait été 18 000 personnes en 2 jours. Et tu as 250 tatoueurs à gérer, des food trucks, des problématiques, des choses mieux, des choses moins bien. Bah, je vais en parler bientôt, là d'ailleurs, un peu en détail dans le journal de bord là, que j'ai sur Substack. Et c'est vrai que la multiplicité des expériences fait forcément après la personne que tu vas être aujourd'hui. Et oui, il y a un côté où, je le répète à chaque fois, c'est pas fait pour tout le monde. Entreprendre n'est pas fait pour tout le monde. Être multipreneur n'est pas fait pour tout le monde. Être en CDI n'est pas fait pour tout le monde. Et être solopreneur n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas il y a du bon, il y a du mauvais. C'est qu'il y a des gens, moi, tu peux pas me mettre dans un CDI. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste que je pète un câble et je peux pas faire une seule chose. Donc quand tu as des gens qui me disent ouais, j'ai ma strat, je suis parti, j'étais par exemple sur responsable marketing, j'ai fini directeur marketing sur le VP Europe, je leur dis franchement gros respect. Moi je vois pas comment est-ce que tu peux réussir à faire ça en te focusant sur un seul truc, sans partir à droite et à gauche et de se dire attends mais là moi je peux faire un projet comme ça avec cette BU là et puis je peux aller là aussi, puis je peux aller là. Enfin tu vois, c'est des trucs quand tu te dis qu'à Rakuten j'avais 2 jobs,
Tu dis, le mec, il est en CDI et j'étais pas payé pour les deux jobs, hein. J'étais payé un seul salaire pour avoir deux jobs. Parce que je me suis dit, vas-y, là, il y a une opportunité, j'ai envie de faire ça sur la version monde et ça sur la version France. Mais quand tu dis sur le papier, enfin, factuellement, financièrement, c'était complètement con. Mais d'un point de vue expérience, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir se dire, en X années dans un groupe, j'ai pu vivre tout ça. Donc ça m'a apporté. Si je maxe sur l'argent, je me dis, bah, je me suis un peu fait un peu paoter. Mais si jamais je maxe sur les expériences, je me dis, ouais, mais aujourd'hui, j'ai une expérience dans presque tous les secteurs parce que j'ai saisi n'importe quelle opportunité qui débarquait, quoi. Ouais, tu as été yes man. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre un CDI aujourd'hui? C'est la personne que tu es initialement, un peu le côté inné de Emric, ou c'est ce que tu as acquis et les expériences que tu as enchaînées, répétées, que tu as acquis sur le chemin qui fait qu'aujourd'hui tu as pas un CDI? Bah, il y a un mélange, je dirais. Il y a un côté où je me suis toujours dit que de toute façon, je suis pas fait pour être assis à un endroit avec des règles. Si je fais un gros résumé, ça résume bien. Et d'un autre côté, il y a aussi tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu et réussi à faire avec bah, les trois boîtes aujourd'hui, en me disant, bah, en fait, en CDI, je peux pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Je peux pas avoir l'équilibre vie pro, vie perso que j'ai, les horaires que je fais, mais avec bah, des TJM qui sont très intéressants sur la partie produit, euh, pouvoir coacher des gens et sélectionner qui est-ce que je vais coacher et refuser certaines personnes. En fait, ça t'amène à une vie bah, que je peux pas avoir si jamais j'étais en CDI. Ou alors, pour obtenir le même résultat, bah, il faudrait que justement je grimpe tous les échelons et j'arrive à un moment où je me dis, bah, je connais des gens qui sont à cet échelon-là, ils n'ont pas d'équilibre vie pro, vie perso, hein. Ils sont sur des horaires de travail où si le week-end ils voient leur famille et leur enfant, c'est déjà très bien. Donc je dis non, ça en fait c'est mort, c'est pas moi. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, je l'imagine pas, mais on ne sait jamais. Mais ouais, c'est tout ce que j'ai vécu qui m'ont amené à qui je suis aujourd'hui et au fait que bah, il y a des choses où je me projette pas, je me dis c'est impossible. Et il y a aussi un côté inné de, bah, en fait, j'ai jamais réussi à être dans une case. On a toujours essayé de me mettre dedans, mais j'ai jamais réussi à rester dedans. Et c'est pas parce que je fais 130 kilos que j'arrivais pas à rester dedans, tu vois. Je te posais la question parce que je pense que j'ai été dans une cage jusqu'à mes 21 ans, pour Ouais, reprendre un peu le début du parcours. Et du coup, j'ai l'impression de pas être à ma place, où je suis pas censé être là où j'en suis. Bon, en dehors d'avoir une mère qui me répète qu'elle est fière de moi, et cetera, mais en fait, le jus de sa fierté en moi, c'est même, je pense, quand tu creuses vraiment, c'est impossible que mon fils soit là où il en est aujourd'hui, en fait. ouais. Je c'est pas une fierté en mode: «C'est génial ce qui se passe». C'est une fierté en mode: «Je suis pas sûr qu'on avait un cadre qui permette l c Mm. c'est un peu un ovni, mais je suis pas sûr d'être le seul ovni», et donc c'est pour ça que je te posais la question indirectement, qui est inné versus acquis, mais sous le prisme des expériences, des rencontres et d'aujourd'hui d'être entrepreneur, tu vois? Bah, je pense que il y a deux aspects. En fait, tu me diras si on va pas sur Vas-y, cet vas-y. aspect-là ou pas. Mais à mon sens, tu as une phase qu'il faut réussir à passer. Parce que du coup, tu vois, tu disais tout à l'heure le côté sniping un peu inné conseil. Tu vois, dans la discussion, les verbatims que tu vas utiliser, tu vas souvent, tu vois, dire bah, est-ce que je suis à ma place aujourd'hui? Est-ce que j'étais censé être là? Et il y a beaucoup de questions sur ce place-là, sur pas forcément la légitimité d'entreprendre comme tu entreprends, mais ce qui est en ressenti, c'est plus la légitimité de te dire attends, mais je suis censé être ici, moi? Je suis pas censé être sur un CDI plan-plan, entre guillemets, et ne pas être là en train de faire plein de choses. Et je pense que tu as juste ça à débloquer, tu vois, pour te dire, bah non, en fait, tu es là où tu es. Il y a des raisons pour lesquelles tu es là et tu es légitime à 200% de faire ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Oui, mais je pense que c'est une bonne chose et ça reste une force de tout le temps se remettre pas tout le Ah temps se oui, remettre en question, mais tout le temps se dire: «En fait, c'est pas normal, mais en tout cas, je kiffe et je continuerai à kiffer et c'est pas grave». Enfin, je pense que le jour où ça devient c'est OK, c'est standard, en fait, que je sois là où j'en suis, c'est le jour où potentiellement dans ma personnalité et dans mes valeurs, je pourrais dériver, tu vois? ouais. Mais en fait, c'est hyper fun. On va continuer à discuter et ce sera peut-être en deux parties. On s'en fout. OK. Et tu vois, en fait, ce qui est hyper intéressant, ça va être sur même les mots qui sont utilisés. Parce que pour moi, il faut tout le temps se remettre en question. Tu vois, pas être dans un mode, c'est normal que je sois payé X milliers d'euros par jour.
c'est normal que j'ai un rendement parce que j'ai des parts dans une boîte. Cette mentalité-là, souvent, c'est là où tu passes un peu un flux voleur et compagnie parce que tu te remets plus en question du tout. Par contre, je pense que c'est mieux de se dire je suis là où je suis censé être et je vais évoluer et me remettre en question. Et pas le côté c'est pas normal que je sois là, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu la diff d'un point de vue mental. Yes, I know. Ok, ok, ok. Donc tu pars de la France pour arriver aux US. Ouais, Ça on va y être un arrive, hein. espèce de running gag. D'où les deux parties. Mais ouais, alors du coup, je finis mes deux expériences un peu folkloriques. Je finis par me teindre les cheveux en blanc, à passer des entretiens de recrutement et à me faire du coup récupérer par mon ancien fondateur qui était devenu mon head of sales et qui maintenant Yes. était VP sales dans une boîte qui était un concurrent sur un marché bien visible qui était les bénéfices salariés. Donc j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Worklife, qui s'est fait racheter par Groupe Crédit Agricole d'ailleurs il y a quelques années, juste après mon départ, euh, et qui était en face de Swile, qui est très Yes. connu Oui, sur le oui, marché. oui, Donc toujours un Montpellier, hein. outsider, tu vois, dans ma life, pro et perso. Bah oui, et puis Euh, c'est Montpellier, hein. T'as fait tes études à et- Montpellier aussi d'ailleurs. oui, Ouais, c'est ça. j'ai fait mes études au niveau du rond-point de la saucisse et du donut. Tu m'étonnes. C'est pour ça que tu es aux US, mais tu as légèrement quand même le sud dans Ouais. la gorge. J'ai cru que tu allais faire la vanne sur le donut et la saucisse, du coup. Non, Mais non, 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 je non, vais pas, on va pas bien aller sûr. là-dedans. Je le rejoins. En fait, ils sortaient d'un go-to-market un peu validé. Il fallait un peu accélérer. Donc, ils mettent deux head of sales sur mid-market et entreprise. Je connaissais le mec côté entreprise. C'était un ancien de la maison de chez Ocus Flash, qui était d'ailleurs dans mon équipe au tout début, qui avait repris une BU quand je me suis barré bref, et qu'on retrouvait au même niveau. Donc, génial, super entente. Un triangle managérial incroyable, culture incroyable. Et je fais ça pendant un an et demi. Je monte la machine de lead gen, etc. On fait les objs. Le marché prend pas comme on voudrait. En tout cas, il y a ce côté un peu palier ou un peu plafond. Et on préparait une levée de fonds à cause du news flow qui n'était pas au rendez-vous. À ce moment-là, on ne fait pas la levée. Du coup, il faut tenir 6 mois en mode on se serre la ceinture. Les Ouais, middle managers qui ne sont pas trop des individuels contributeurs, même s'ils en font un petit peu, avec un salaire à 80 plus 20, on va les sortir. Donc oui, j'avais bien négocié mon salaire, mais du coup, forcément, un peu moins de ROI quand il faut se serrer la ceinture. ouais, Donc je sors avec l'autre head-off. Euh, et du coup, c'est là où il y a un timing. C'est là où j'arrive sur l'histoire et la question que tu m'as posée. C'est que je sors et ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en 2015, 7 ans auparavant, j'avais une période un peu application de rencontre. ouais. Parce que forcément, jusqu'à mes 21 ans, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en plus de ne pas savoir qui j'étais, j'avais pas une meuf. Ce qui est souvent très lié, peut-être souvent d'ailleurs. Est-ce que c'est pas grâce aux meufs non, je meuf, n'importe quoi. Mais il y a ce côté, en tout cas, où je me cherchais jusqu'à mes Ouais, 21 ouais. ans, même au niveau. Pas je me cherchais, ça va être très bizarre, ça va être très connecté ce que je suis en train de dire. T'as Je me parlé cherchais pas, mais en tout de cas, j'avais pas saucisses, de d'achievement donuts, là-dessus. Ouais, ouais. d'appli de rencontre. Là, les gens, ils vont se dire, attends, il va où cet épisode-là? Je sais pas ce que vous avez compris, mais c'est de l'IA, ok? C'est pas moi. Bref, je retrouve une femme que j'avais rencontrée en 2015, que j'avais rencontrée sur les applications de rencontre et avec qui j'avais passé d'abord un week-end à Paris pendant qu'elle était à Paris, une américaine qui était à Paris du coup en 2015 pendant un week-end. 6 mois plus tard, toujours en 2015, je fais mon passeport, je traverse l'Atlantique, je fais une semaine tout seul alors que je devais le faire avec mon meilleur ami qui m'a lâché lâchement, pas de big up du coup à Anthony Ouais, ce que j'allais Ramondo si dire, tu nous big down. écoutes. Mais du coup, grâce à lui, je me pose quand même la question d'y aller, pas y aller, et j'y vais quand même. Je passe une semaine tout seul à New York, je rencontre plein de gens, des mecs avec qui je parle encore aujourd'hui. Toujours les applications de rencontre, mais aussi des gens dans la rue complètement random, tu vois. Et une semaine où je la retrouve, elle avait un copain, elle avait rencontré quelqu'un entre les deux, donc c'était très amical. Je rencontre ces deux filles, parce qu'elle était déjà maman à cette époque-là. Deux filles à l'époque qui avaient 5 et 7 ans. On passe une semaine en Floride, du coup, parce qu'elle habitait la Floride. Je rentre, on reste en contact pendant 7 ans. Improbable. Tu restes en Ouais. contact avec une femme pendant 7 ans. Tu l'appelles généralement autour de minuit, 1 heure du matin quand tu es bien bourré et que tu rentres de tes after-work de taf, tu vois. Donc ça veut aussi dire quelque chose, ce truc-là. Ouais. Mais tu n'es pas là pour faire mon psy, mais tu comprends, c'est très bien. Euh, du coup, il y a un timing. Et donc, on se recontacte, on catch up comme on catch up tous les 6 à 12 mois au moment où j'arrête Work-Life. Ou en tout cas, je sais que je vais arrêter Work-Life.
Et on décide de se faire 2 semaines ensemble, vacances. On fait Miami, Porto Rico. Elle est toujours avec son mec, Euh, là. non, non, ça fait 3 ans qu'elle était célibataire. Non, Ok. elle a déjà une mauvaise image en 2015. On va lui faire enlever sa mauvaise image en 2022. Donc, non, non. Et puis, c'était rien passé du coup en 2015 quand j'étais venu la voir. Bref. Et bah, moi, il y avait déjà une connexion un peu spéciale que j'avais jamais vraiment su définir. Elle s'en foutait un peu de ma gueule avant. Elle me l'a confié. Par contre, là, il y avait un truc. Ouais. Et du coup, bah, à l'aéroport, après les 2 semaines, elle me dit je suis pas en mode relation à longue distance, mais peut-être un truc à faire. Je dis, tu sais quoi, je vais faire le nécessaire. T'inquiète donc pas, je vais faire le nécessaire. Je te passe les détails, mais pour que ça intéresse un peu les gens, sur ma personnalité, sur la personne que je suis, dans ce que je veux dégager aussi dans ce qu'on est en train de se dire. Euh, je suis le mec qui a créé un Notion quand il est rentré de ce voyage-là, qui a interviewé 100 personnes qui avaient fait le chemin dans un sens ou dans l'autre, qui a documenté les interviews. Et à l'époque, il y avait pas Clap et tous les outils Ouais. d'enregistrement. Et j'ai créé vraiment l'espèce de truc où à la fin, le diagnostic du voyage, quel visa, comment tous les jours me lever et postuler à 5 offres, c'est quoi les job boards pour me faire voir par des boîtes américaines, c'est quoi les boîtes françaises que je pourrais rejoindre et au bout de 6 à 12 mois, traverser avec un visa spécial de l'autre côté. J'ai tout documenté. Ça n'a pas marché, hein. À la fin, j'ai quand même dû me marier du coup et faire ma vie aux US et du coup me débrouiller et de lancer des boîtes, qui a été un autre Ouais. struggle, qui était comment je génère du cash. Et ben lance des boîtes, mon ami. Euh, voilà le pourquoi à ta question de pourquoi les US. Ouais. Ouais, mais c'est génial. Et puis bon, pour un mec qui est comme moi et qui aime l'amour, forcément l'explication, l'histoire, elle est belle. Et puis j'aime bien ce côté analytique en fait que tu as. Tu vois, et où au final, ça revient un petit peu à ton diplôme d'UT informatique avec cette logique-là de dire OK, c'est quoi l'objectif? On revient à ce qu'on disait il y a peut-être 15 ou 20 minutes. Mon objectif, c'est quoi? Bah, c'est aller là-bas. Bah, je fais ouais, mais je fais comment? Bah, je vais aller discuter avec des gens et matcher moi-même avec des gens qui l'ont déjà fait pour pouvoir derrière me faire un playbook de comment réussir à partir aux US. Et bon, au final, mariage pour que tu puisses y être, mais tu as fait Et qui un était joli un Notion. pattern, qui était un pattern dans les interviews, hein, d'ailleurs. Je pense que Ouais, dans 5 à 10 interviews sur les 100, il y avait les personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? ouais, juste marie-toi, Juste quoi. marie-toi. Qu'est-ce que t'es malade? Mais non, parce que moi j'ai de l'ego, moi je veux réussir, je veux me faire sponsoriser. Ta gueule, tu vois. Grosso modo, c'était un peu ça, tu vois. Ouais. Et au bout de combien de temps, du coup, tu te dis ce fameux ta gueule, juste Ouais, on va bah au se bout marier et du puis c'est tout, visa quoi. touristique de 3 mois qui arrive à la fin, hein, on va pas se mentir, hein, Ouais. j'avais lâché mon appartement avant, donc il y avait un côté. En fait, ça c'est aussi un truc, tu vois, d'entrepreneur. C'est en fait tu pars avec une ambition Mm. et il y a pas de plan B. Ouais. Il n'y a pas d'appartement quand tu reviens et donc en fait tu te sors les doigts, tu n'as pas le choix. Et donc je m'étais créé un environnement où j'avais pas le choix. Ok. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Bah, alors, malheureusement, maintenant, c'est connoté comme les upsells et tout, c'est la mentalité hustle. Ouais. Euh, mais, mais en vrai, c'est ça. Tu te dis, bah, en fait, on le fait. Tu vois, c'est comme pour Octo, hein, donc le côté product design studio, là, où je suis associé avec ma femme, on est en 50-50. Et en fait, on a dit, on se donne 1 an pour avoir dégagé assez d'argent pour faire l'équivalent du salaire qu'on avait quand tous les deux on était en CDI. Et on est passé par des phases qui étaient compliquées la première année. On est passé par des phases où il y a des gens de notre réseau ou quoi, ils nous ont dit en fait, c'est sûr, vous allez y arriver, vous allez aller loin, on va vous prêter de l'argent, machin. Et nous, on refusait. On disait, la deuxième année, peut-être qu'on te dira d'accord. Mais là, la première année, il faut qu'on voit si on peut le faire. Parce que si on ne peut pas le faire et qu'on a 1 milliard d'aides, bah, en fait, on retourne en CDI. On met notre ego dans la poche, on se regarde dans le miroir, on se dit ferme-la, va en CDI, t'es pas capé pour pouvoir être entrepreneur. Et c'est vrai que cette mentalité-là, on la retrouve souvent où tu dis, bah oui, tu as le côté bah, au pied du mur, tu vois réellement qui tu es. C'est plein de phrases qui sonnent bateau, mais qui sont réelles. C'est si tu vis pas des trucs pourris, bah c'est compliqué de profiter de ta vie. Bah, c'est une moulinette qui s'alimente, hein. Donc c'est à toi aussi de. Tu sais, c'est ce côté le plus attire le plus. Ouais. Euh,
Et de toute façon, c'est la phrase après un peu bateau aussi qui est, «Et au pire quoi?» tu vois? Mmh. Et au pire, on est quand même bien lotis en France. Ah Et bah, au oui. pire, tu rentres chez maman dans le sud de la France. Et au pire, tu auras tes potes. Et au pire Ouais, ouais, c'est clair. et d'ailleurs, Je tu suis vois, bien c'est un d'accord. truc potentiellement négatif ça, en fait. Ouais. Ah bah, oui, parce que tu as une solution. Et oui, il y a un plan B, en fait. Ouais. Même si tu en veux pas, il y a quand même un plan B ou un plan C ou un plan D. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, il y a je parlais avec un gars qui est plus, enfin qui est «beaucoup plus jeune» entre guillemets, parce que moi j'ai 33, lui il a 25 et où, en fait il se mettait la rate au courbouillon, tu vois? Sur sa boîte et où du coup je lui dis: «Écoute, tu as que 25 ans en fait. Tu as largement de quoi faire, tu as largement d'arriver à tes objectifs» et du coup direct il me répond, «Ouais mais il faut que cette mentalité-là je me l'enlève parce que, moi je suis de cette génération qui a tout. Genre on claque des doigts, on a l'IA qui nous dit tout, on sait même plus chercher», et du coup il me dit: Je m'efforce à me l'enlever parce que sinon je suis dans une logique où je vais me lever le matin, je vais dire: «OK, c'est bon, j'y vais, je vais faire mes cold calls et tout». Attends, c'est bon, j'ai 25 ans en fait. Il y a tous mes potes, ils sont tranquilles, ils sont bourrés de la veille, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et où du coup je lui ai dit: «Non mais quand je te dis: "Tu as que 25 ans", c'est pas du tout pour te dire, arrête de faire tous ces efforts». C'est juste que de temps en temps, le célèbre 80-20 qui marche à peu près pour tout, que ce soit pour aller vendre, que ce soit pour communiquer, que ce soit pour se motiver, pour se mettre une discipline, 80 arrache-toi la gueule, OK. Mais 20 du temps, dis-toi: «Ça va. En fait, si je le fais pas, il y a quelqu'un qui meurt là aujourd'hui?» Bah Ah non. pourquoi? Parce que sinon tu vas te dégoûter, en fait. Ça Ouais. va te dégoûter de ce truc-là. Si tu as pas la soupape, si dans ton système, tu te mets pas la soupape, parce que du coup, tu sais très bien, tu as un système génial. Mmh. Ça te permet de te lever le matin, d'aller tout de suite au charbon, tu as bloqué des temps dans ton agenda, tu es exigeant, tu es bleu dans ton disque, du coup, pour faire le lien aussi avec le disque. Mais vas-y quoi, mets un peu de stabilité de soupape, mets-toi un peu de verre, ça va pas te faire de mal en termes de toi qui es bon français, mets-toi un peu de verre. Ah non, mais clairement. Mais ça reste un message, ça rebondit à chaque fois, tu vois? J'ai l'impression je crois que ça fait, 3 ou 4 épisodes où, souvent je vais repasser ce message. Mais je crois que ça va être un peu le fer de lance aussi. De dire, bah, il y a pas tout le monde qui peut être ci ou ça, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a aussi la nécessité à connaître sa propre soupape. Tu vois? Dans le sens où, bah, mon associée, slash épouse, Emma, quand elle va écouter ça, elle va venir me tirer l'oreille en me disant: «Mais, tu te moques de qui? Écoute les conseils que tu donnes, parce que, tu te rends compte quand même que, bah, tu sur, 3 enfin, on est sur, 3 boîtes, Octofact, bah, on a 5-6 projets en même temps, et sur Traction, bah, on accompagne, comme je disais, une centaine de personnes actives sur les 270. Donc ça fait en fait un taf de ouf, tout en réussissant à bosser un certain nombre d'heures par jour, mais qui explose pas les plafonds. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de connaître sa propre soupape. Moi, par exemple, j'ai, le Shiny Six Months, tous les 6 mois, j'ai envie de faire tout péter. Tous les projets, tous les systèmes, tous les process. Si, en gros, au bout de 5-6 mois, je fais pas une réduction un petit peu de rythme et je me remets dedans et je refais un peu d'innovation, ce genre de choses, bah, je sais que je deviens un énorme casse-couille, et tu pas envie de rester associé avec moi. Parce que, un gars qui va être là, qui va être chill en mode: «OK, on a les objectifs, on avance, c'est bien et au quotidien et je vais te motiver, je suis très positif». D'un coup, on va faire la réunion d'associés et je vais dire: «Mais c'est quoi ces KPI là? Et puis ton prestataire là, tu es en train de le gérer ton prestataire, mais en même temps il a quoi? Il a fait moins quoi? Moins 5. Bah, tu rigoles ou quoi? Je l'appelle demain». Et une fois que j'ai su ça, bah, je l'ai appris, à Rakuten, hein, ce Shiny Six Months et ça marchait sur à peu près tous les CDI qui venaient. Tu avais, 6 mois de pump it up, multinationales et compagnie et au bout d'un moment tu dis: «Ouais OK, en fait il y a quand même beaucoup de règles dans un truc corpo japonais». Et c'est vrai que se connaître, c'est même pas fait exprès, vraiment, je le précise pour les gens qui écoutent, il y a vraiment pas de script, hein, sur les podcasts. Mais là, on dirait qu'il y en a un. Il y a pas de ligne directrice non plus, ça se fait tout seul, c'est naturel. Mais oui, se connaître, savoir nos limites, où est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut y aller, s'aimer aussi, être égoïste pour pouvoir apprendre à savoir qui on est, bah, ça reste un indispensable. Mais tu vois, ce jeune-là et je pense que de temps en temps, on est ce jeune-là. Je pense qu'il y a un côté aussi tester ses limites. Mmh, Je pense que c'est aussi des fois bien d'avoir cette phase où il va aller jusqu'à se faire pleurer au bout d'un moment et il se dira: «OK, là, je pense que c'est la soupape du coup dont on parle». ouais. Enfin moi, ça m'arrive et sur les 3 dernières années, je pense que j'ai plus pleuré ici à changer de pays, statut d'homme marié, statut de beau-père, statut d'entrepreneur,
je perds mes potes indirectement. En tout cas, je leur Ouais. parle moins qu'avant. Il y a moins de bière, quoi. Il y a moins de pintes en présentiel, quoi, tu vois. C'est pas le même réseau, c'est pas le même environnement social, sociétal, culturel, politique, Ouais. religieux ici. Euh, et ça m'a fait chialer, tu vois. Ça me met des fois bien au fond. Mais ça me permet de tirer, pas tirer physiquement, mais tirer dans qui je suis, dans ce que je veux, ça me renvoie à ma base, en fait. Ça Mm. me renvoie à qui je suis vraiment, en fait. Ouais, ça te renvoie à tes fondations, ouais. Ouais, D'où l'importance d'avoir des bonnes fondations, une bonne structure. Du coup, en parlant de structure, donc là, tu arrives aux US, ouais. tu es marié, tu te dis, j'ai passé je ne sais combien de CV, va falloir faire rentrer du cash. Euh, Comment, du coup, tu switches de CDI sur des boîtes à succès, quand on reprend ce que tu avais en France, à je vais monter un projet moi-même, quoi. C'est l'avantage d'avoir été un peu curieux pendant le Covid. Alors, en dehors d'avoir essayé de me couper les cheveux moi-même dans ma baignoire et d'avoir la gueule d'un prisonnier, et pas celui de Scofield dans Prison Break, du coup, vraiment, Ouais. Le vraiment mauvais bagnard, tu prisonnier. vois. Euh, et ben, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce qui était mentorat. Et donc ça, j'ai fait ça déjà pour quelqu'un qui s'appelle Stéphane Mirandel, qui avait à l'époque fait un truc qui s'appelle Merci Bobby, qui était un espèce de groupe un peu associatif. Enfin, en tout cas, son business model, je crois qu'il essaie de vendre ça à des entreprises, mais c'était un peu compliqué. D'ailleurs, on va catch up la semaine dernière, mais on s'en fout. Ce qu'on s'en fout pas, c'était cette capacité à donner de son temps Ouais. pour partager nos répétitions, nos rencontres, nos galères, ce qui marche moins, à des étudiants qui sortent d'école. Ok. Et j'avais commencé à creuser le mentorat par ce cas d'usage-là. Et j'avais adoré parce que on adore les jeunes, il y en a certains pour qui on se voit à travers eux. Il y a ce côté, on a envie de les Mm. protéger, alors qu'en vrai, ils vont se casser la gueule comme nous, hein, mais c'est bien d'avoir une petite discussion un peu de temps en temps avec des mecs qui croient savoir ou qui ont de la bouteille, quoi, grosso modo. Et ça avait dérivé, toujours dans la même période du Covid, avec, en fait, je vais devenir un expert de l'incubateur de l'EDEC à Station F. Je vais taguer sales pour des mecs qui font du go-to-market, qui s'intéressent à la prospection, au funnel de vente, à un rendez-vous 1, comment tu structures ça, comment tu engages, comment tu fermes ta gueule sur toi, tu ouvres sur l'autre, tu arrives avec une opinion forte, mais tu laisses compléter, tu mets tes Legos, et tu accueilles les Legos de l'autre. Enfin, ce genre d'image, de métaphore qui, je Ouais. trouve, marche bien en vente moderne. Et en fait, du coup, parce que j'avais ce terrain-là, ce terreau-là, avec un peu du Techstar aussi, Sustainability Programme Paris, c'est batch où j'arrivais, je challengeais les boîtes, et donc les boîtes choisissaient des coachs qui les avaient challengés en entretien. Et il y avait des espèces de batch comme ça où tu accompagnes les startups pendant 6 semaines, une fois par semaine, que tu connais peut-être. Ben ça, c'était le bon terrain pour que quand j'arrive aux US, je puisse switcher et monétiser ce truc-là Ok. en allant voir tous les gens que j'avais déjà vus sur ce format-là, en leur demandant où ils en étaient et s'il y avait moyen, on creusait un cas d'usage qui était maintenant monétisé, mais aussi communiquer auprès de tous les gens à qui j'avais parlé de mon move, parce que j'avais une newsletter. Ce que je t'ai pas dit, c'est que tous les 100 personnes, toutes les 6 semaines, ils avaient une petite message. Alors voilà ce que j'ai fait. En fait, je les rendais responsables de ma réussite. Ouais. Et donc, je le faisais pas pour eux. Je le faisais pour moi, parce que quand je leur envoyais le message de j'ai fait ci, j'ai fait ça, je savais que dans 6 semaines, j'allais devoir renvoyer un message de j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et si Mm. j'avais rien à leur dire, je me sentais mal vis-à-vis d'eux, en fait. Et ouais. Donc, c'était mes associés, c'était mes VC, tu vois, Mm. les mecs que j'avais interviewés. Donc, ces gens-là font partie un peu d'un canal de communication quand je me lance. Mon LinkedIn, où je commence à publier en anglais et en français sur mon changement de vie, etc. Je commence à prendre la parole, alors qu'avant, je disais rien sur LinkedIn. Et tous les anciens collègues. Ouais. Et en fait, au milieu de ce truc-là, je crée une offre qui est un peu bancale au début d'un point de vue de combien je la vends, de ce que ça propose, de la méthode, etc. Mais comme tout le monde, au bout de 3 à 6 mois après m'être essayé sur des gens que je connaissais bien et qui me faisaient confiance, et avoir surdélivré pour à la fin me trouver, j'avais un truc qui était solide et qui commençait un peu à dépoter au bout de 6 mois, quoi. Mais j'ai eu la chance d'avoir déjà un réseau et surtout de ne pas avoir peur d'aller activer n'importe qui, n'importe quand, quoi. Ok. Bah, très cool. Ouais, du coup, ça se fait, comme tu disais la première phrase quand je t'avais décrit. En fait, ça semble être une évidence naturelle d'évolution.
Mais c'est vrai qu'en faisant le tour de ces, je sais pas, ça fait 1 heure 20. Il n'y aura pas de partie 2 en fait, hein, ça va, ça, vu que je vais jusqu'à 1 heure et demie de podcast Ok. quand je l'ai fait. Donc là, on va arriver sur les mots de la fin et ça va être nickel. Mais effectivement, en fait, je trouve ce qui est génial, c'est l'apprentissage, tu vois, et l'engagement à connaître la personne en face. Parce que sinon, bah, tu commences avec Jim, tu traverses l'Atlantique, tu te dis les plateformes, c'est de la merde. Donc, tu vas en créer une, tu vas mentorer. Aujourd'hui, tu crées des machines à closer. Et c'était une évidence qui n'était pas une évidence. Et si tu t'arrêtes là, bah, en fait, tu te dis, oui, ok, c'est juste Jim, un autre gars qui s'est marié avec une nana aux US et puis terminé. Alors que si tu regardes l'entièreté du coup du parcours, tu dis, bah, effectivement, chaque étape, tu pouvais pas prévoir l'étape suivante. Tu sais, ça fait un peu la trend qu'il y avait eu il y a pas longtemps, là, de le mec qui prend son verre et en fait, il est à vélo et puis hop, il s'envole. Et tu dis, tu peux pas prévoir en fait ce qui va se passer. Mais par contre, ce que je ressens avant de te demander le mot de la fin, c'est que tu as un côté très optimiste, tu vois, positif en fait, dans la logique de dire, bah, ce qui m'arrive, c'est pas forcément de la merde. Alors oui, bah, des fois ça nous fait pleurer, des fois ça nous rend triste, etc. Les émotions humaines sont normales. Mais par contre, j'ai cette impression que tu vas rapidement switcher en te disant, bah ok, il m'arrive ça, bon bah s'il m'arrive ça, après c'est les croyances de chacun. Est-ce que c'est le karma, est-ce que c'est le destin, est-ce que c'est machin, ça on s'en fout entre guillemets. Mais par contre, tu vas dire, bon bah s'il m'arrive ça, vas-y, la vie c'est un jeu. Bah je vais faire quoi? J'arrive pas à trouver un CDI, bah je vais monter un truc. J'arrive pas à signer un visa, bah je vais me marier à la fin de mon visa. Enfin, tu vois, c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant dans ce que je Ouais. ressens quand tu communiques. Mais je pense que c'est le fait, tu vois, c'est un truc que j'ai, un des messages forts et que j'ai appris sur les dernières années, c'est, je faisais ça naturellement, mais je l'avais jamais conscientisé, c'est être en mouvement te permettra, quoi qu'il arrive, Ouais. d'avoir une prochaine étape. Mm. Parce que l'arrêt n'est pas une option, en fait. Donc ce sera peut-être une étape où je vais jouer à League of Legends pendant 1 heure, parce que j'ai besoin de me... On n'a pas parlé de gaming, hein. Putain. Non, Parce non. que j'ai besoin de m'aérer la tête. Mais on va faire la troisième mi-temps, c'est ça? Parce que j'ai besoin de m'aérer la tête. Ça peut être emmener les enfants boire un smoothie au chocolat et après bosser jusqu'à minuit parce que je dois livrer un truc. Mais en tout cas, je ne m'arrête pas. Il y a toujours un truc il y a une prochaine étape, etc. Et si c'est un bon lien avec le mot de la fin, tu vois, tu as parlé de BIG, l'acronyme Business is a Game. Tu viens de rajouter le mot la vie est un jeu. Bon, bah, quand tu me dis ça, moi, l'étape d'après, c'est La vie est belle, tu vois, Ouais. qui est un super film où le mec, d'une situation horrible et atroce, pour son fils, pour le protéger, pour que son fils se dise, quoi qu'il arrive, j'ai mon père, j'ai un plan B, bon, sauf à la fin, malheureusement, j'ai spoilé le film, mais c'est pas grave. Ouais. Il a fait un jeu, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs lectures du film, et ça, c'est un autre truc qu'on aurait pu rajouter comme notion, c'est en fonction de l'étape dans laquelle tu es, en fonction des choses que tu as vécues, tu regardes un film, tu regardes une personne, tu ressens une personne différemment maintenant quand on se parle, et si dans un an au catch-up, Emmerich, eh ben, je te ressentirai peut-être d'une façon différente. Et je ne parle pas de manière olfactive, hein. Attention. Non, mais clairement, bah, on revient même sur l'intelligence émotionnelle aussi. Tu vas, tu vivras de toute façon des choses pas de la même manière que la personne en face. Même rien que tu fais des trucs cons, mais un event, une soirée ou quoi avec des potes, avec ta femme, avec ton homme, peu importe. Bah, des fois, tu vas raconter après derrière, tu vas dire, ah putain, t'as vu l'autre là, comment il s'est comporté, machin, et t'as la personne à côté de toi qui va dire, ah ouais, il était super drôle, hyper cool. Et tu dis, quoi, comment ça, il était cool, t'as vu comment il nous a regardé? Et tu dis, bah oui, on revient sur le fait qu'il y a des individualités. Et c'est ça aussi qui rend intéressant le jeu qu'est la vie. Et donc, il y a tellement d'individualité et de perception de cette individualité. Pourquoi faker la personne qu'on est? Ouais, Autant au contraire, diguer dans la personne, creuser dans la personne qu'on est, apprendre à se connecter. Et c'est en apprenant à se connaître qu'on sera beaucoup plus libre et qu'on renverra une perception de liberté qui connectera avec un maximum de monde. je suis bien d'accord. Et je vais te faire le même exercice que je fais à tout le monde et à chaque fois les gens râlent. Quel est le mot de la fin? Et c'est pas une phrase que je demande, c'est le mot. Émotion, Émotion. Ça me va. Merci beaucoup pour cet échange. plaisir. J'en doutais pas que ça allait bien se passer. Moi non plus.